La planète respirait avec tranquillité. Les forêts étaient vastes et anciennes, recouvrant presque tous les continents, et sous leurs cimes denses vivaient des créatures qui n'auraient jamais pu imaginer la fin qui approchait. Les montagnes, façonnées par des millions d'années d'érosion, gardaient le silence profond de la Terre. L'air était plus chaud que celui d'aujourd'hui, humide et dense, et les océans bouillonnaient de vie. Des poissons, des ammonites et de grands reptiles marins traversaient des eaux tièdes, tandis que sur les rivages, les vagues se brisaient contre des côtes couvertes de fougères géantes et de forêts de conifères. C'était un monde en équilibre, modelé par des cycles lents et prévisibles. Aucun son de menace ne venait du ciel, seulement le vent passant entre les feuilles et le chant constant de la vie. Mais au-delà de l'atmosphère bleue, quelque chose se déplaçait en silence. Un corps de pierre et de métal qui voyageait dans le vide depuis des temps antérieurs à l'histoire même des continents. Ce visiteur venait de la ceinture d'astéroïdes, une région chaotique située entre Mars et Jupiter, où des fragments d'anciennes collisions orbitaient depuis les origines du système solaire. Certains de ces fragments furent déviés par la force gravitationnelle de Jupiter, et l'un d'eux, il y a environ 66 millions d'années, entama une lente et inexorable trajectoire vers la Terre. Il mesurait près de 10 km de diamètre, composé de roches et de fer, et voyageait à une vitesse de plus de 20 km par seconde, assez rapide pour traverser l'océan Atlantique en moins de 3 minutes. Aucun être vivant ne pouvait comprendre l'échelle de ce qui allait se produire. Le destin de la planète entière était tracé par une trajectoire qu'aucun ciel ne pouvait modifier. Alors que l'astéroïde traversait l'espace, sa surface brûlait dans un silence absolu. La friction avec les gaz de la haute atmosphère se trouvait encore à des milliers de kilomètres, mais l'énergie potentielle accumulée était si immense que lorsqu'il rencontrerait la planète, elle équivaudrait à celle de milliards de bombes nucléaires explosant simultanément. La lumière qui illuminait la Terre ce matin-là semblait ordinaire, douce, mais chaque photon réfléchi portait en lui un avertissement cosmique invisible. Dans l'hémisphère nord, les premiers rayons traversaient les forêts denses, où erraient tyrannosaures, tricératops et hadrosaures. Dans le ciel, des ptérosaures planaient, ailes étendues, observant un monde stable, où le climat tropical soutenait des écosystèmes luxuriants. Dans les mers, les mosasaures chassèrent leurs proies avec férocité, ignorant le destin qui s'approchait avec une précision mathématique. Les études modernes révèlent que l'astéroïde suivait une trajectoire d'impact presque perpendiculaire à la surface de la Terre, atteignant une zone peu profonde de l'ancien océan qui recouvrait l'actuel golfe du Mexique. Cette inclinaison d'impact fut l'un des facteurs qui amplifièrent la destruction globale. S'il avait frappé un océan profond, une partie de l'énergie aurait peut-être été absorbée. S'il avait touché une région rocheuse, la quantité de matière éjectée aurait été moindre. Mais le destin choisit une plateforme riche en sulfate et en carbonate de calcium, des substances qui, vaporisées, transformèrent la collision en une catastrophe climatique. La nature, indifférente à l'échelle humaine, se préparait à réécrire la vie. C'était le dernier jour du monde ancien. Ce matin-là, le soleil se leva normalement. Les ombres des arbres projetaient de longs dessins sur le sol humide et l'air était imprégné de sons familiers. Quelque part, un petit groupe de mammifères nocturnes se retirait dans son terrier, fuyant la lumière sans savoir que sa descendance hériterait un jour de la planète. Les oiseaux, descendants des dinosaures, fendèrent le ciel de leurs ailes légères, et le climat demeurait chaud et stable. La vie fleurissait partout, mais sous cette apparente quiétude régnait une tension invisible. À chaque seconde, l'astéroïde se rapprochait davantage, et en quelques heures, la Terre serait frappée par une force qui changerait tout. L'impact ne serait que le commencement d'une longue nuit planétaire. Et avant que la première onde de choc ne traverse la croûte, avant que le premier éclair n'embrase l'horizon, la Terre demeurait encore sereine. Le silence était absolu, comme si la planète elle-même retenait son souffle devant l'inévitable. Aucun signe dans le ciel, aucun présage. La vie suivait son cours, inconsciente du fait que l'horloge du monde était sur le point de s'arrêter. En l'espace de quelques minutes, ce visiteur cosmique allait traverser les dernières couches de l'atmosphère. La friction libérerait assez d'énergie pour vaporiser l'air devant lui, créant une traînée de plasma qui tracerait dans le ciel une lumière aussi intense que 1000 soleils. Le son de l'impact viendrait plus tard, bien plus tard, car l'éclair serait immédiat et le tonnerre mettrait du temps à atteindre ce qu'il resterait de la vie. La température augmenterait brutalement à la surface du globe.
Le rayonnement thermique mettrait le feu aux forêts à des milliers de kilomètres. La roche en fusion tomberait du ciel comme une pluie de feu. Ce qui était vert deviendrait cendre. Ce qui respirait se tairait. La planète entière plongerait dans une succession d'événements qui marqueraient la fin de l'ère des géants. Aujourd'hui, des millions d'années plus tard, les scientifiques trouvent encore des vestiges de cet instant figé dans le temps. La fine couche d'iridium présente dans les roches sédimentaires, témoignage chimique de l'impact. Ce métal, rare sur Terre et commun dans les astéroïdes, est la signature du désastre. C'est comme si la croûte terrestre gardait un épitaphe géologique, rappelant que la stabilité n'est qu'illusoire. Le calme qui précède la destruction est un schéma universel. La nature n'a pas besoin de se hâter. Elle attend simplement l'instant propice pour tout transformer. Et à ce moment-là, cet instant était arrivé. Le silence avant la fin fut bref, mais total. La vie, dans toute sa diversité, allait être redessinée par les forces cosmiques qui avaient façonné l'univers depuis le commencement. Le soleil brillait, les vents soufflaient, les océans frappèrent les plages, et rien n'indiquait la fin, jusqu'à ce que le ciel commence à briller autrement. L'air bougea, et la Terre, pour la dernière fois avant des millions d'années, connut le véritable sens du mot « impact ». En traversant l'atmosphère terrestre à plus de 20 km par seconde, l'astéroïde se transforma en un soleil artificiel. L'air devant lui fut comprimé avec une telle violence que la température dépassa plusieurs milliers de degrés Celsius, vaporisant tout sur son passage. En quelques secondes, la lueur s'intensifia jusqu'à rivaliser avec la lumière du jour elle-même. Le ciel bleu devint blanc et tout l'horizon sembla fondre. La vague de chaleur instantanée fit sécher les feuilles, bouillir les rivières et disparaître les ombres. C'était le prélude de la fin. La nature ne comprenait pas ce qui se passait. Le temps entre l'apparition de la lumière et l'impact était si court qu'aucun être vivant n'eut la moindre chance de fuir. L'astéroïde fenda l'air, déchirant le ciel avec le rugissement de 1000 tonnerres comprimés en un seul cri. Et alors, la planète fut frappée. Le point de collision correspond à ce que nous appelons aujourd'hui la péninsule du Yucatan dans le golfe du Mexique. Là, l'océan se souleva en colonne de feu et de vapeur. En 1/1000 de seconde, le sol fut écrasé par une force dépassant toute échelle imaginable. La croûte terrestre se déforma comme une matière liquide. L'impact libéra une énergie équivalente à des dizaines de milliards de bombes à hydrogène explosant simultanément. Une lueur aveuglante enveloppa la région, suivie d'une onde de choc qui parcourut toute la Terre en quelques minutes. Tout, sur des milliers de kilomètres, fut pulvérisé. Le cratère se forma instantanément, mesurant plus de 180 km de diamètre et des dizaines de kilomètres de profondeur. La roche en fusion se souleva comme une montagne liquide avant de retomber, libérant des ondes sismiques qui résonnèrent à travers le globe entier. L'impact fut si violent qu'une partie de la croûte se vaporisa, projetant dans l'espace des milliards de tonnes de matière incandescente. Des fragments de roches fondues furent catapultés à des hauteurs orbitales, retombant ensuite sur la Terre quelques minutes plus tard, comme une pluie mondiale de feu. Chacun de ces fragments rentra dans l'atmosphère à des vitesses extrêmes, rallumant le ciel et transformant la nuit en un enfer lumineux. L'énergie thermique suffisait à incendier les forêts à des milliers de kilomètres, même dans des régions où l'impact ne fut jamais visible. L'atmosphère devint une fournaise, l'air un combustible. La mer, au point de collision, s'évapora presque totalement. L'impact créa des tsunamis de plusieurs centaines de mètres de hauteur, se propageant dans toutes les directions. Des vagues colossales traversèrent les océans, détruisant des côtes entières, emportant des forêts et déposant des sédiments que, des millions d'années plus tard, les géologues retrouveraient comme témoins du désastre. Au fond des mers, les écosystèmes s'effondrèrent immédiatement. Les ondes de choc sismique libérèrent des gaz toxiques, fissurèrent les plaques tectoniques et réveillèrent des volcans endormis. La planète entière s'éveilla dans le chaos. La poussière, les cendres et les aérosols commencèrent à monter jusqu'à la haute atmosphère. Le ciel, autrefois bleu, n'était plus qu'un champ de feu et de fumée. La chaleur de l'impact était si intense qu'elle transforma les minéraux en vapeur et les roches en verre. Un matériau connu sous le nom de tectite, fragment vitreux formé par la fusion instantanée de la roche, se dispersa à travers le monde. Des millions de tonnes de ces sphères microscopiques retombèrent lentement, recouvrant le sol comme une neige de verre. Elles constituaient les résidus de l'instant le plus violent de l'histoire de la Terre.
Pendant ce temps, la lumière initiale céda la place à l'obscurité. L'impact avait soulevé tant de matière que le soleil commença à disparaître derrière un voile de poussière. La lumière devint rougeâtre, puis orangée, puis grise. Les températures, qui avaient atteint des niveaux infernaux, chutèrent brutalement. En quelques heures, la planète se transforma en un monde d'extrêmes, chaleur insoutenable à la surface, froid glacial au-dessus des nuages. La biosphère s'effondra presque immédiatement. Ce qui n'avait pas péri brûlé mourut étouffé ou gelé. Les tremblements de terre se poursuivirent pendant des jours. L'énergie libérée déforma les couches profondes de la croûte. Le sol se mouvait comme s'il était liquide. Des montagnes se soulevèrent et s'effondrèrent. Le bruit était constant, le rugissement de la terre agonisante. L'océan, encore bouillant, projetait vapeur et sel dans l'air. Les nuages devinrent noirs et acides. Le soufre, vaporisé du sol, réagit avec l'eau et engendra une pluie corrosive qui tomba sur les continents et les mers. Chaque goutte modifiait chimiquement la surface du globe. Le cycle de la vie, qui avait mis des milliards d'années à se stabiliser, fut défait en quelques jours. Les études montrent que la chaleur globale après l'impact fut si extrême que même les pôles subirent des incendies spontanés. La suie de ces feux atteignit la stratosphère, bloquant complètement le rayonnement solaire. Ce blocage marqua le début d'une nouvelle phase, l'hiver d'impact. Mais au moment du choc, la planète brûlait encore. L'air était dense, chargé de carbone et de cendres, et l'horizon n'était qu'un reflet de feu. Aucun grand être vivant ne survécut dans les régions proches de l'épicentre. La mort fut immédiate, totale. Et pourtant, la Terre continuait de tourner. La planète, blessée, obéissait toujours aux lois cosmiques. L'impact ne la détruisit pas, il la transforma. Chaque particule projetée dans l'espace portait un fragment de l'histoire terrestre, et chaque grain retombant ramenait avec lui la chaleur de la destruction. En quelques heures, le globe entier fut couvert d'un brouillard toxique, dense et sombre. C'était le commencement de la fin de la lumière. L'ère du feu ne faisait que commencer. Tandis que le feu consumait l'air et le sol, ce qu'il restait de la vie se réfugiait dans l'ombre. De petits animaux cachés dans leurs terriers ou sous la terre survécurent peut-être à la première vague de chaleur. Des micro-organismes résistants s'accrochèrent aux roches les plus profondes, attendant le retour de la stabilité. L'impact ne fut pas une fin absolue, ce fut une redéfinition brutale. À partir de cet instant, la Terre entrait dans un nouveau cycle, la longue ère de l'obscurité et du gel. Pendant 60 minutes, la Terre devient un champ d'énergie pure. L'atmosphère, meurtrie et incandescente, renvoie l'éclat de la destruction dans toutes les directions. L'impact a déjà eu lieu, mais les conséquences se déploient encore comme des ondes dans un océan cosmique. Au fond du cratère tout juste formé, le sol bout. La température dépasse plusieurs milliers de degrés Celsius. Des roches liquides s'écoulent sur les bords et se solidifient instantanément en forme distordue, tandis que des colonnes de vapeur s'élèvent à des dizaines de kilomètres de hauteur. La pression est telle qu'une partie de cette vapeur s'échappe vers l'espace, emportant avec elle des fragments microscopiques de la croûte terrestre. La planète saigne du feu et de la poussière. Quelques minutes après l'impact, la première onde sismique parcourt le globe. Elle est si intense qu'elle traverse le noyau de la Terre et revient, provoquant des secousses simultanées sur tous les continents. Des montagnes entières s'effondrent, les plaines se fendent. Des crevasses s'ouvrent dans des régions lointaines, libérant des gaz emprisonnés depuis des millions d'années. C'est comme si la Terre, soudain, sortait d'un sommeil profond, dans un accès de fureur. En quelques minutes, les océans répondent. Des vagues gigantesques se lèvent et franchissent des milliers de kilomètres. Lorsqu'elles atteignent les continents, elles balayent tout sur leur passage, forêts, rivières, animaux et reliefs. Chaque goutte d'eau qui regagne la mer emporte la mémoire de ce qui a existé. Rien ne demeure. La suie de l'impact commence à retomber. Des millions de fragments de roches en fusion rentrent dans l'atmosphère comme de petites étoiles filantes, mais en proportion si massive que le ciel entier se transforme en brasier. Le rayonnement thermique de ces rentrées chauffe l'air et le sol de manière uniforme, mettant le feu à la surface terrestre comme si l'on avait allumé une allumette à l'échelle de la planète. Les forêts, même humides, prennent feu spontanément. Dans des régions éloignées, la chaleur est si intense que des rivières s'évaporent et que des lacs bouillent. C'est une pluie mondiale de feu, silencieuse et implacable. L'air devient irrespirable. Les particules incandescentes se mêlent à l'oxygène et le consumant. Des gaz toxiques s'accumulent,
et l'atmosphère se transforme en un manteau de fumée épaisse. Toute créature qui respire encore commence à succomber au manque d'air et à la chaleur. La surface terrestre atteint des températures comparables à celles d'une fournaise. Les arbres se changent en charbon en quelques minutes. Les cendres s'amoncellent et commencent à tomber comme une neige noire sur les continents. Le monde autrefois vert et vibrant n'est plus qu'un désert en flammes. Dans les océans, la situation n'est pas meilleure. Les vagues engendrées par l'impact voyagent à une vitesse dévastatrice. Lorsqu'elles rencontrent les rivages, elles détruisent tout ce qui se présente. Des sédiments sont arrachés sur des milliers de kilomètres et déposés en de nouvelles formations géologiques qui, des millions d'années plus tard, raconteront l'histoire de cet instant. Les eaux de surface, chauffées par l'ardeur de l'impact et par la pluie de fragments incandescents, atteignent des températures létales. Les organismes marins meurent en masse. La surface de l'océan se couvre d'un film d'huile et de cendres. Poissons, planctons et grands reptiles marins succombent. La vie marine, qui pendant des ères a soutenu l'équilibre de la Terre, s'effondre en moins d'une heure. Les régions proches du point d'impact cessent d'exister comme écosystèmes. L'onde de choc détruit tout jusqu'à des milliers de kilomètres. La végétation est arrachée du sol. Les animaux sont projetés au loin, écrasés par des vents dépassant la force de n'importe quel ouragan. Le sol vibre et l'air vibre avec lui. Le son de l'impact résonne encore à travers la planète, mêlé au rugissement des incendies mondiaux. Le monde est couvert de fumée, et la lumière du soleil traverse à peine l'épaisseur du ciel. Dans l'espace, la Terre semble enveloppée par un anneau de poussière et de feu, visible comme une lueur anormale autour du globe. C'est le début d'une nouvelle ère géologique. Au cours de cette première heure, chaque minute apporte une transformation irréversible. L'énergie thermique libérée par les débris qui rentrent dans l'atmosphère engendre un phénomène dévastateur, un rayonnement global. Même loin du point de collision, la surface terrestre atteint des températures capables de brûler la peau et de détruire des tissus biologiques en quelques secondes. La vie à l'ombre des forêts ou sur les berges des fleuves ne trouve aucun refuge. L'air, saturé de cendres, bloque la lumière et retient la chaleur, créant un effet de serre momentané, suivi d'un refroidissement brutal qui surviendra dans les heures suivantes. C'est une alternance violente, du feu à la glace, de l'éblouissement à l'obscurité. Mais au cœur du chaos, certaines formes de vie résistent. Sous terre, de petits mammifères se cachent dans des terriers profonds. Quelques insectes et larves demeurent dans des zones humides, protégés par des couches de sol et de végétation. Au fond des océans, des micro-organismes vivant près des sources hydrothermales restent actifs, se nourrissant d'énergie chimique et non de lumière. Ce sont ces petits survivants qui préserveront la semence de la vie dans un monde dévasté. La planète paraît morte, mais elle palpite encore, lentement, affaiblie, comme un cœur blessé. À mesure que les incendies progressent et que l'air devient toujours plus dense, le ciel commence à changer de couleur. La suie s'élève en colonnes qui atteignent la stratosphère. Le bleu devient rouge, le rouge devient noir. Le soleil disparaît. La terre plonge dans une pénombre permanente. Les flammes continuent de dévorer les forêts, et la surface reflète l'éclat de l'enfer. À chaque instant, la lumière faiblit un peu plus, et la chaleur commence à se dissiper. L'énergie se répand autour du globe, et l'équilibre thermique se rompt. Le feu cède peu à peu la place au froid. La planète, durant quelques instants, devient un mélange paradoxal de ténèbres et de braises. Et lorsque le dernier éclat s'éteint, la véritable nuit de l'impact commence. La première heure se termine avec le son du silence. La destruction a été rapide, totale et globale. L'atmosphère, saturée de carbone et de poussière, bloque complètement l'entrée de la lumière solaire. Le lendemain ne se lève pas. La planète entre dans un crépuscule éternel qui durera des mois. L'ère du feu cède la place à l'ère de la glace. L'hiver d'impact commence à naître, un froid si profond qu'il éteindra ce qui reste de la vie visible. La Terre, pour la première fois depuis des millions d'années, ferme les yeux pour dormir dans l'obscurité de son propre chaos. Le feu a commencé à mourir. Les flammes qui illuminaient l'horizon se sont transformées en colonnes de fumée. La température, qui avait atteint des valeurs inimaginables, s'est mise à chuter brutalement. En quelques heures, la planète entière s'est plongée dans un silence suffocant. Le ciel, autrefois un brasier incandescent, est devenu une coupole noire et dense. Aucun rayon du soleil ne traversait le voile de suie et de poussière en suspension dans l'atmosphère,
C'était le premier jour sans lumière, le premier jour d'une nuit qui durerait des mois, peut-être des années. L'air de la glace commençait à se lever sur les décombres du feu. La poussière projetée par l'impact s'est répandue dans la stratosphère en l'espace de quelques heures. Des milliards de tonnes de particules sont restées en suspension, bloquant totalement le rayonnement solaire. La lumière qui parvenait à passer était faible, rougeâtre, déformée par des couches de cendres et d'aérosols. La surface de la Terre s'est assombrie, les ombres ont disparu, et la planète entière n'a plus brillé qu'au reflet lointain des flammes qui brûlaient encore dans les forêts embrasées. La température globale a chuté de manière drastique. Des estimations modernes suggèrent qu'en moins d'une semaine, la moyenne à la surface a diminué de plusieurs dizaines de degrés Celsius. La chaleur de l'impact se dissipait rapidement, remplacée par un froid paralysant. Ce que le feu n'avait pas détruit, la glace s'en chargerait. Privées de lumière, les plantes ont commencé à mourir. La photosynthèse s'est arrêtée presque instantanément. En quelques jours, la base des chaînes alimentaires s'est effondrée. Les forêts tropicales, qui avaient résisté aux flammes, ont commencé à se dessécher. L'air devenait de plus en plus lourd de dioxyde de carbone et de particules en suspension. Les eaux des océans, autrefois bouillonnantes, ont commencé à refroidir. Les couches superficielles ont formé des pellicules de glace fines, même dans des régions proches de l'équateur. La surface de la planète reflétait la maigre lumière restante, et la Terre a pris une teinte grisâtre, presque métallique. C'était une Terre méconnaissable, un corps endormi dans le froid. Les jours et les nuits n'existaient plus comme avant. La lumière du soleil ne rythmait plus le temps. La planète entière vivait sous une pénombre constante. Le soleil, dissimulé derrière des épaisseurs de poussière et de suie, n'était plus qu'un disque opaque, sans éclat. Pour toute créature ayant survécu aux premières heures, le monde paraissait désormais éternel et immobile. Le froid avançait comme une ombre liquide, gelant rivières et lacs, étouffant les forêts, éteignant les sons. Même le vent semblait différent, plus lent, plus lourd, comme s'il traînait le poids des ténèbres. Dans les océans, l'effondrement était encore plus sévère. Le plancton, qui dépendait de la lumière pour vivre, a disparu. Sans lui, toute la chaîne alimentaire marine s'est disloquée. Les eaux sont devenues troubles, remplies de débris organiques en décomposition. Les courants océaniques ont commencé à se modifier. L'équilibre thermique entre les couches de surface et les profondeurs a été rompu. Des régions entières des mers sont devenues anoxiques, privées d'oxygène. La vie marine étouffée a succombé en silence. Ce qui était bleu et vibrant est devenu noir et immobile. Les océans, pour un temps, se sont mués en tombeaux liquides. À la surface, l'air acide rongeait le sol. La pluie, chargée de sulfates et de composés toxiques, dissolvait les minéraux et dévastait ce qui restait de la végétation. Les arbres brûlés se dressaient comme des tours carbonisées. La suie recouvrait tout, effaçant couleur, texture et forme. La planète, vue depuis l'espace, était désormais une sphère grise, entourée d'un halo de poussière épaisse. Aucun éclat n'indiquait la vie. L'obscurité dominait jusqu'aux lieux les plus reculés. C'était comme si le soleil avait été éteint et que l'univers avait oublié l'existence de la Terre. Mais même sous l'obscurité, la planète respirait encore. Lentement, imperceptiblement, des courants atmosphériques ont commencé à redistribuer la chaleur résiduelle. Les particules les plus légères montaient jusqu'à la stratosphère où elles resteraient en suspension pendant des années. Les plus lourdes ont commencé à retomber, lentement, comme une pluie invisible de cendres. Chaque grain qui touchait le sol portait avec lui le souvenir de l'impact. Les roches se couvraient d'une fine pellicule de poussière sombre, l'archive chimique d'une catastrophe. C'était l'annonce de la couche d'iridium qui, des millions d'années plus tard, révélerait aux scientifiques l'instant précis où la vie a failli disparaître. La température globale continuait de chuter. Des régions tropicales ont connu des froids jamais expérimentés. La glace a commencé à se former jusque sur des littoraux et l'air devenait de plus en plus rare et sec. La vapeur d'eau de l'atmosphère se condensait et précipitait sous forme de neige sombre. La planète, couverte de cendres et de glace, se transformait en un paysage sans couleur. La lumière avait entièrement disparu et le froid changeait la surface en un désert gelé. C'était la naissance de l'hiver d'impact, une saison sans fin. L'absence de lumière a transformé le comportement chimique de l'atmosphère. La photosynthèse avait cessé et le cycle de l'oxygène s'est trouvé interrompu. L'air devenait toujours plus pauvre et plus lourd.
La couche d'ozone, endommagée par l'énergie thermique et par les gaz libérés, laissait s'infiltrer un rayonnement ultraviolet lorsque le Soleil tentait de percer les nuages. La planète était vulnérable. La vie, autrefois répandue partout, n'existait plus que dans de petits refuges souterrains, dans des grottes, sous la glace ou dans les profondeurs marines. Le monde des vivants s'était retiré. Et pourtant, même dans ce tableau absolu de mort, il y avait du mouvement. Les forces de la Terre ne se sont pas arrêtées. Les plaques tectoniques continuaient de glisser. Des volcans exhalèrent des gaz, et le noyau de la planète demeurait chaud. L'énergie interne de la Terre maintenait une pulsation discrète, invisible, conservant les conditions qui, bien plus tard, permettraient le retour de la vie. La planète n'était pas morte. Elle dormait sous le poids de l'impact. Le feu avait pris fin. À présent, régnait la glace. La lumière s'était entièrement éteinte. Le Soleil, symbole de la vie, avait été occulté par un rideau de cendres cosmiques. La Terre, qui autrefois étincelait sous la lumière dorée du Crétacé, n'était plus qu'un monde d'ombre et de silence. Aucun oiseau ne chantait, aucun vent ne murmurait. Seul persistait le son lointain de la glace qui se dilatait, craquant sous un froid grandissant. La nuit avait vaincu le jour, et ce jour sans lumière marquait le véritable commencement de l'ère glaciaire post-impact. Sur une planète meurtrie, gelée et silencieuse, attendant la lente renaissance qui ne viendrait que des millions d'années plus tard. Le feu ne s'est pas achevé avec l'impact. Il ne fit que se répandre. À chaque recoin de la planète, des flammes se dressaient comme des colonnes vivantes, nourries par l'oxygène qui restait dans l'atmosphère. L'énergie thermique libérée par la rentrée de milliards de fragments incandescents de roches maintenait le ciel en combustion continue. C'était comme si des étoiles tombaient sans cesse sur la Terre. L'éclat ne venait pas seulement du cratère de Chicxulub, il naissait à tous les horizons. L'air tout entier brûlait, transformant la surface du globe en un vaste océan de feu. Dans des régions lointaines du point d'impact, comme les forêts tropicales correspondant aujourd'hui à l'Amérique du Sud et à l'Afrique, la chaleur irradiant depuis l'atmosphère provoquait des inflammations spontanées. Les cimes des arbres s'embrasaient simultanément, formant des vagues d'incendie qui avançaient sur des centaines de kilomètres. La fumée s'accumulait en couches toujours plus épaisses, rendant le jour indiscernable de la nuit. Le feu dévorait tout, arbres, feuilles, graines, nids et terriers. La vie fuyait, mais il n'y avait nulle part où aller. L'air saturé de dioxyde de carbone et de suie étouffait même ceux qui parvenaient à échapper aux flammes. La composition chimique de l'atmosphère changeait rapidement. La suie libérée par les incendies réagissait avec l'oxygène, formant des gaz toxiques et des particules fines qui montaient jusqu'à la stratosphère. Ce processus érigeait une barrière presque impénétrable à la lumière solaire. La chaleur des feux ne se dissipait pas. Elle était piégée entre les couches atmosphériques, provoquant des fluctuations extrêmes de température. Dans certaines régions, l'air atteignait des températures proches de 500 degrés Celsius. Ailleurs, le blocage du rayonnement solaire faisait chuter la température du sol en quelques heures. C'était une planète partagée entre le feu et le froid, où aucune forme de vie ne trouvait d'équilibre. Les forêts boréales, riches en résine et en végétation dense, devinrent l'épicentre des plus grandes tempêtes de feu de l'histoire de la Terre. La combustion de la biomasse libérait des quantités colossales de carbone et de méthane, aggravant encore le déséquilibre climatique. Des flammes franchissaient vallées et chaînes de collines, changeant des continents entiers en cendres. La fumée, dense comme un mur, s'élevait et formait des nuages d'orage chargés d'électricité statique. Des éclairs fendèrent les cieux obscurcis, rallumant des zones déjà brûlées. C'était un cycle sans fin de destruction. Le feu engendrait la fumée engendrait la foudre, et la foudre alimentait davantage le feu. Au milieu de cette dévastation, le sol commençait à se transformer. La matière organique devenait du charbon de bois et des couches de cendres compactées. Ces couches formeraient, des millions d'années plus tard, des archives géologiques précises de l'événement. Chaque fragment de charbon retrouvé dans les roches sédimentaires est un témoignage direct de cet enfer global. Des études modernes indiquent que plus de 70% des forêts terrestres ont brûlé dans les semaines qui ont suivi l'impact. La planète, autrefois couverte de verre, était devenue noire. Le rayonnement thermique, issu à la fois de l'impact et des incendies subséquents, détruisit les molécules d'ozone. La protection naturelle contre le rayonnement ultraviolet disparut. Même sous un ciel couvert, la Terre se retrouvait exposée à une énergie invisible et létale.
Les rares plantes qui tentèrent de germer au milieu des cendres étaient brûlées par la lumière ultraviolette lorsque le soleil parvenait à percer les nuages. Le cycle de la vie végétale s'était interrompu complètement. Sans plantes, les herbivores périrent. Sans herbivores, les carnivores suivirent le même destin. L'équilibre écologique, construit au fil de millions d'années, fut défait en quelques semaines. Dans les régions côtières, la chaleur intense provoquait la libération de gaz dissous dans les océans. Le méthane et le dioxyde de soufre s'échappaient en bulles gigantesques, remontant dans l'atmosphère et aggravant l'effet de serre initial. La combinaison de gaz, de suie et de vapeur créa un brouillard global, épais et toxique, qui recouvrit la planète entière. La pluie qui tombait était acide, sombre et corrosive. Chaque goutte portait des particules de carbone et des minéraux vaporisés. Partout où la pluie touchait, la vie se défaisait. Des fleuves entiers devenaient acides, et les eaux douces devenaient inhabitables. Même les endroits les plus froids, comme les régions polaires, furent atteints. L'onde de chaleur initiale s'était propagée jusqu'aux extrémités du globe, faisant fondre des glaces anciennes et exposant le sol nu. Mais à mesure que la poussière s'accumulait dans l'air, le rayonnement solaire cessait d'atteindre ces zones. En peu de temps, la chaleur fut remplacée par le gel. Les zones incendiées commencèrent à se couvrir de fines couches de glace et de cendres. Le contraste était brutal. Des flammes brûlaient encore à l'horizon, tandis qu'une neige sombre commençait à tomber. La planète vivait deux enfers en même temps, celui du feu et celui du froid. La vision de la Terre, observée depuis l'espace à ce moment-là, aurait été terrifiante. Une sphère enveloppée d'un halo gris, strié de tempêtes électriques et de flammes visibles jusque dans l'obscurité. La planète ressemblait à une étoile mourante, pulsant entre éclairs et ténèbres. Chaque éclair, chaque explosion volcanique, chaque gerbe de flammes était une réponse à la blessure cosmique ouverte par l'impact. L'atmosphère était devenue le champ de bataille entre le feu et l'obscurité. Et au milieu de ce chaos, la vie disparaissait en silence. Au fil des semaines, les incendies commencèrent à s'éteindre faute d'oxygène. Le feu avait consumé tant d'air que la concentration d'oxygène dans l'atmosphère chuta. Ce qui autrefois nourrissait les flammes devenait rare. Les dernières langues de feu moururent lentement, laissant derrière elles une planète couverte de cendres. La surface, jadis incandescente, commença à refroidir. Les colonnes de fumée se dissipaient et laissèrent place à des nuages froids et chargés. La pluie revint, mais elle n'apporta pas de répit. Elle apporta la glace. La vapeur accumulée se mit à se condenser, et les premiers signes de l'hiver d'impact apparurent. Le feu avait rempli son rôle destructeur. Il avait préparé la planète à la phase suivante de la catastrophe, le froid absolu. La suie qui recouvrait le ciel bloquait le soleil. La chaleur de l'impact et des feux se dissipait dans l'espace. Les cendres, désormais en chute lente, engendraient un nouveau type de neige noire. C'était la fin de l'ère des flammes et la naissance de l'ère des ténèbres. La terre avait brûlé jusqu'à l'épuisement. À présent, elle commençait à geler. Le feu s'était éteint. Les flammes qui dévoraient autrefois l'horizon furent remplacées par un épais rideau de cendres et l'air, jadis brûlant, était devenu lourd et froid. C'était le commencement de l'hiver d'impact, une période durant laquelle la Terre se transforma en un désert gelé, éclairé seulement par l'éclat lointain des éclairs. La chaleur engendrée par l'astéroïde et par les incendies mondiaux s'était dissipée en quelques jours, et la planète entière plongeait dans une obscurité dense et impénétrable. Le soleil était absent. Le jour et la nuit étaient devenus une ombre unique et interminable. Les aérosols et les particules projetées dans la stratosphère bloquèrent presque toute la lumière solaire. Les scientifiques estiment que plus de 80% du rayonnement furent empêchés d'atteindre la surface. Le résultat fut une chute vertigineuse des températures. En quelques semaines, la moyenne globale dégringola de plusieurs dizaines de degrés Celsius. Des régions tropicales, autrefois couvertes de forêts et de fleuves, commencèrent à enregistrer des températures inférieures à zéro. Au pôle, le froid dépassait des limites extrêmes, gelant la mer et transformant l'air en cristaux de glace en suspension. C'était une terre silencieuse, froide et immobile, enveloppée par un crépuscule éternel. La suie et les cendres créèrent un effet de miroir au sommet de l'atmosphère, renvoyant la lumière solaire vers l'espace. Chaque jour, la planète perdait davantage de chaleur qu'elle n'en recevait. La surface refroidissait rapidement et l'air sec devenait incapable de retenir l'humidité. Les pluies acides cédèrent la place à une neige sombre,
des flocons formés par un mélange de glace et de particules carbonisées. Cette neige tombait sans répit, recouvrant montagnes, forêts et océans. C'était un paysage sans couleur, où le blanc et le noir se fondaient en un manteau uniforme de silence. La Terre était devenue l'ombre gelée d'elle-même. Le froid frappa les océans avec une brutalité sans précédent. Les eaux de surface commencèrent à geler, formant des blocs de glace qui s'étendaient sur les mers. Les courants océaniques qui redistribuaient la chaleur de la planète s'effondrèrent. Sans soleil, il n'y avait plus d'évaporation, plus de vent chaud, plus de cycle de pluie. L'océan, qui pendant des milliards d'années avait été le cœur thermique de la Terre, n'était plus qu'un corps inerte, couvert d'une croûte de glace et de cendres. Les créatures marines, ayant survécu à la chaleur initiale, commencèrent à périr en masse. Le froid et le manque d'oxygène transformèrent les profondeurs en cimetières silencieux. L'atmosphère se transformait elle aussi. La concentration de dioxyde de carbone et de soufre modifiait la chimie de l'air. L'ozone, détruit par les gaz toxiques et par le rayonnement de l'impact, ne parvenait pas à se reconstituer. Lorsque de rares faisceaux de lumière réussissaient à percer le voile de poussière, ils apportaient avec eux des niveaux extrêmes de rayonnement ultraviolet. C'était une combinaison mortelle, obscurité et empoisonnement. L'air froid devenait dense et des nuages se formaient en couches lourdes et immobiles, emprisonnant la planète dans un état de paralysie climatique. Les forêts, déjà anéanties par le feu, n'étaient plus que des squelettes gelés. Des troncs carbonisés se couvraient de glace, et des feuilles pétrifiées se brisaient comme du verre. Les sols, autrefois fertiles, durcissaient comme de la pierre. La vie végétale avait presque disparu. Sans photosynthèse, il n'y avait plus de production d'oxygène. Sans plantes, les animaux qui résistaient encore succombaient lentement. Le froid n'était qu'une partie du problème. La faim était la véritable faim. Chaque jour, la planète devenait plus silencieuse. Le bruit du vent était le seul signe que le monde existait encore. Dans le ciel, le spectacle était sombre et grandiose. Des éclairs traversaient les nuages chargés de poussière, créant des lueurs sporadiques qui illuminaient un instant l'obscurité. Chaque décharge révélait l'étendue du vide, des plaines gelées, des mers immobiles et des volcans qui commençaient à se réveiller. Les éruptions, provoquées par l'instabilité tectonique engendrée par l'impact, lançaient encore davantage de cendres et de gaz dans l'atmosphère, prolongeant l'hiver global. C'était un cycle qui s'auto-alimentait. Le froid engendrait le silence engendrait la dormance. Et la dormance maintenait la planète dans un état d'engourdissement presque total. Même les océans profonds, qui jusque-là servirent de refuge à des micro-organismes résistants, commencèrent à refroidir. L'absence de lumière empêcha la photosynthèse marine, et le plancton disparut presque entièrement. Avec lui, la base de la chaîne alimentaire des mers fut détruite. La mort se répandit lentement dans les eaux, remontant des profondeurs vers la surface. La Terre était devenue un corps glacé et sans éclat, une planète de cendres et de silence. Mais, au cœur de ce gel planétaire, certaines formes de vie tenaient bon. Dans les profondeurs du sol, des bactéries adaptées à la chaleur interne trouvaient refuge. Près des sources hydrothermales sous-marines, des communautés de micro-organismes prospéraient, se nourrissant de l'énergie chimique libérée par l'intérieur du globe. Ces petits survivants seraient, des millions d'années plus tard, les ancêtres de nouvelles lignées de vie. L'hiver d'impact n'éteignit pas totalement la Terre. Il l'a réinitialisée, effaçant la surface pour permettre un nouveau commencement. Le froid, pourtant, persista pendant des décennies. Pendant des années, la poussière et la suie demeurèrent en suspension dans la stratosphère, bloquant le soleil. On estime que l'hiver d'impact a duré entre 10 et 30 ans. Durant cette période, les températures moyennes globales restèrent bien au-dessous du point de congélation, et la planète vécut un équilibre fragile entre la glace et la mort. Lentement, les particules commencèrent à retomber. Chaque grain de poussière qui revenait au sol marquait le début d'une guérison. Le froid se mit à céder, mais la Terre mettrait encore des siècles à se réparer. La nuit planétaire commençait à s'achever. La poussière retombait en silence, comme un rideau qui s'ouvre lentement après le dernier acte d'une tragédie. Sous la glace et les cendres, la vie attendait le moment propice pour recommencer. L'hiver d'impact avait éteint le monde, mais il avait aussi préservé les conditions du renouveau. Le feu avait cédé la place à la glace et à présent, sous l'obscurité, la planète se préparait à renaître. La Terre avait survécu, meurtrie, froide, silencieuse, mais vivante. Les océans ont toujours été le poumon invisible de la planète.
Depuis les origines de la vie, ils ont équilibré le climat, régulé la température et soutenu les cycles biologiques qui ont rendu possible l'existence de tout ce qui respire. Mais, après l'impact, la mer est tombée malade elle aussi. Le bleu profond qui reflétait le ciel s'est mué en un gris épais, couvert de cendres et de particules de roche. La chaleur de l'impact a vaporisé des millions de tonnes d'eau, projetant de la vapeur dans l'atmosphère, tandis que les couches de surface bouillaient. Lorsque le froid est arrivé, cette même vapeur est revenue sous forme de glace et de pluie acide. Le résultat fut un effondrement chimique total. L'océan était devenu un laboratoire de destruction. Dans les premiers jours qui ont suivi l'impact, la température des eaux de surface a dépassé le seuil de survie pour presque toutes les espèces. La chaleur extrême a tué plancton, coraux et algues, qui constituaient la base de toute la vie marine. Avec le refroidissement brutal qui a suivi, le contraste thermique a achevé ce qui restait. Les courants océaniques, mus par des différences de température et de salinité, ont commencé à se fragmenter. L'océan, jadis système dynamique et interconnecté, a cessé de se mouvoir. Les eaux chaudes et froides ne se sont plus mélangées. La circulation globale s'est effondrée. L'acidification a commencé lorsque les gaz libérés par l'impact, dioxyde de soufre, dioxyde de carbone et vapeur d'acide nitrique, se sont dissous dans la pluie et sont tombés sur la mer. Les eaux sont devenues corrosives. Des coquilles et des squelettes de carbonate de calcium ont commencé à se dissoudre. Coraux, mollusques et petits crustacés ont presque entièrement disparu. La base physique des chaînes alimentaires océaniques s'est défaite. L'océan, autrefois foisonnant de vie, n'était plus qu'un désert liquide. Les couleurs vibrantes des algues ont laissé place au gris laiteux des particules en suspension. Chaque vague portait la mémoire de l'impact, un mélange de carbone, de soufre et de mort. Dans les profondeurs où la lumière n'atteignait déjà plus, le froid s'est installé. Le plancton, principal producteur d'oxygène de la planète, a été anéanti à grande échelle. Sans lui, les niveaux d'oxygène dissous dans l'eau ont commencé à plonger. Des zones mortes se sont formées, vastes régions privées d'oxygène, incapables de soutenir la moindre forme de vie complexe. Des bactéries anaérobies, capables de survivre sans oxygène, ont proliféré. Elles produisaient des gaz toxiques comme le méthane et le sulfure d'hydrogène, transformant l'océan en un milieu létal. L'odeur de mort montait des eaux, un mélange acide et soufré qui contaminait jusqu'à l'air. La vie marine succombait en silence. Poissons, reptiles et mammifères marins mouraient en masse, leur corps sombrant jusqu'au fond et formant des couches de sédiments organiques qui, des millions d'années plus tard, deviendraient des archives fossiles de l'extinction. L'océan, autrefois organisme palpitant, s'était changé en un corps statique où le mouvement cessait et où le silence devenait absolu. Le son des courants, le chant des baleines, le murmure des récifs, tout avait disparu. La terre avait perdu sa voix liquide. Les marges côtières furent les premières à témoigner de la transformation. La pluie acide dissolvait les roches et entraînait des minéraux vers la mer, modifiant radicalement la composition chimique des eaux. L'excès de fer et de soufre créait des nappes colorées et vénéneuses qui s'étendaient comme des plaies à la surface océanique. La lumière du soleil, déjà bloquée par les cendres, ne pénétrait plus que de quelques mètres dans l'eau. L'obscurité régnait jusque dans les régions les plus peu profondes. L'océan était devenu une extension de la nuit qui recouvrait la planète. Des volcans sous-marins, stimulés par les ondes sismiques de l'impact, sont entrés en éruption. Le plancher océanique s'est ouvert en plusieurs points, libérant chaleur, gaz et minéraux. Autour de ces failles, la vie microbienne a trouvé refuge. De petites colonies de bactéries chimiosynthétiques, des organismes qui tirent leur énergie de réactions chimiques et non de la lumière, ont continué d'exister, alimentant des écosystèmes isolés au milieu du vide. Elles furent les seuls témoins de la mort des mers et les gardiennes de la continuité du vivant. Dans ces sources hydrothermales, cachées dans l'abîme, la planète préservait ses dernières braises biologiques. À mesure que le froid s'intensifiait, la glace a commencé à s'étendre sur les océans. D'abord, elle a recouvert les zones polaires, puis elle a avancé vers des latitudes de plus en plus basses. En peu de temps, de vastes portions des mers tropicales se sont retrouvées couvertes de minces couches de glace sombre. Cette glace emprisonnait des gaz et empêchait l'échange d'oxygène entre l'air et l'eau, aggravant encore l'effondrement biologique. Sous la glace, l'océan devenait dense et immobile. C'était l'apogée de l'hiver global.
la mer, symbole de la vie, transformée en tombeau gelé. La chimie de la Terre changeait en silence. Le carbone libéré par les incendies mondiaux et par la décomposition des êtres morts était lentement absorbé par les océans, les acidifiant davantage. Ce processus a piégé une quantité colossale de carbone dans les eaux et dans les sédiments, modifiant à jamais l'équilibre atmosphérique de la planète. Lorsque le Soleil reviendrait, l'océan ne serait plus le même. Il porterait les marques invisibles de la catastrophe, des archives chimiques qui subsisteraient pendant des millions d'années. L'effondrement des océans fut le point de non-retour de l'extinction de masse. Sans les mers, la vie terrestre n'avait pas d'avenir. Le cycle de l'oxygène avait été rompu et la biosphère, silencieuse, attendait la reprise des cycles naturels. Mais la planète conservait encore quelque chose qu'aucune force cosmique ne pouvait éteindre. Le mouvement interne, la chaleur qui émanait de son cœur. Les profondeurs palpitaient encore, et dans l'ombre de ce froid absolu, la vie microscopique patientait. Sous la glace et le poison, les semences de l'avenir demeuraient intactes. L'océan avait sombré, mais il n'avait pas disparu. Il dormait, recouvert de cendres, de froid et d'obscurité. Des milliers d'années passeraient avant que les eaux ne recommencent à se mouvoir, que les courants ne retrouvent leur rythme et que la lumière n'atteigne de nouveau les profondeurs. Lorsque cela arriverait, la planète renaîtrait, et l'océan, une fois encore, deviendrait le berceau de la vie. Mais à cette époque lointaine, après l'impact, il n'était qu'un miroir immobile reflétant la nuit éternelle du monde. Pendant plus de 150 millions d'années, les dinosaures ont dominé la Terre. Ils étaient les maîtres absolus des continents, des créatures de toutes formes et de toutes tailles, adaptées à chaque milieu de la planète, des colosses herbivores, marchant lentement sur des plaines verdoyantes, jusqu'aux prédateurs, chassant avec une précision mortelle. Leur présence incarnait le sommet d'un monde en équilibre. Mais aucune domination n'est éternelle. Lorsque l'astéroïde a frappé la planète, leur ère a pris fin, non pas en un seul instant, mais dans une lente agonie qui allait durer des années. Dans les premiers jours qui ont suivi l'impact, les effets furent immédiats et dévastateurs. Les dinosaures vivant près du point de collision ont été vaporisés dans l'éclair initial. Aucun os, aucune ombre, aucune trace. L'énergie libérée surpassait toute résistance du vivant. Dans des régions plus éloignées, les ondes de choc et les incendies mondiaux ont balayé les écosystèmes. Des forêts entières ont disparu. Les herbivores, privés de nourriture, ont commencé à mourir de faim. Les carnivores, sans proie, ont suivi le même destin. La chaîne alimentaire, qui avait soutenu l'équilibre écologique pendant des ères, s'est effondrée totalement. Les jours sont devenus des nuits interminables. Le soleil a disparu derrière le voile de suie. Les températures ont plongé, et le froid a commencé à régner jusque dans les territoires tropicaux. Des forêts, d'abord brûlées puis gelées, sont devenues des champs stériles. De grands herbivores, comme les tricératops et les hadrosaures, n'ont pas résisté au manque de végétation. Leurs carcasses gisaient dans des vallées glacées, recouvertes de cendres. Le bruit de pas lourds, qui jadis résonnait dans des forêts vibrantes, a été remplacé par un silence absolu. La Terre était devenue trop vaste pour abriter des corps aussi immenses. Les prédateurs, comme le tyrannosaure, ont tenté de survivre. Ils chassaient ce qui demeurait, se disputaient des carcasses, s'affrontaient pour de maigres fragments de nourriture. Mais le froid et la faim furent implacables. Les œufs gelaient avant d'éclore. Les jeunes mouraient avant de grandir. Les instincts de survie qui avaient soutenu la lignée des géants ne suffisaient plus face au chaos environnemental. Le monde n'était plus apte à porter une telle force dans une telle absence d'énergie. L'effondrement était inévitable. L'atmosphère, saturée de poussière et de gaz, faisait de chaque respiration une épreuve. L'oxygène raréfié, combiné au froid, diminuait la résistance des grands reptiles. Beaucoup moururent simplement faute de pouvoir respirer. Des fleuves s'étaient asséchés ou changés en boue gelée. Ce qui restait du vivant cherchait abri là où la chaleur persistait encore. Cavernes, sols tièdes, fissures volcaniques. Mais les géants n'entraient pas dans de petits refuges, et ainsi, un à un, ils ont disparu, sans rugissement, mais dans le silence d'une extinction lente et totale. La mort des dinosaures fut le tournant de l'histoire de la Terre. Ce qui semblait être la fin était en réalité le commencement de quelque chose de nouveau. De petites espèces qui étaient passées inaperçues, durant le règne des géants, trouvèrent alors de l'espace pour vivre. De minuscules mammifères, des oiseaux primitifs et de petits reptiles résistaient dans l'ombre.
Ils se nourrissaient de restes, de graines, d'insectes, de tout ce que l'hiver d'impact consentait encore. L'absence des grands prédateurs a ouvert des niches écologiques qui, plus tard, donneraient naissance à de nouvelles formes de vie. Le monde des géants cédait la place au monde des petits. La couche d'iridium qui marque aujourd'hui la limite entre le Crétacé et le Paléogène est l'archive physique de cette transition. Un trait fin, visible dans les roches sédimentaires, sépare deux mondes entièrement différents, l'un plein d'une vie exubérante et l'autre presque vide. Cette limite est l'épitaphe des dinosaures, une ligne écrite avec de la poussière cosmique. Là, le passé s'achève et l'avenir commence. L'événement d'extinction de la fin du Crétacé a éliminé environ 75% de toutes les espèces de la planète. Mais il a aussi ouvert la voie à la diversification fulgurante des mammifères et, finalement, à l'émergence de l'être humain. Des scientifiques estiment que certaines espèces d'oiseaux ont réussi à survivre à l'hiver d'impact. Petites, adaptables et enveloppées d'un plumage isolant, elles ont trouvé refuge dans des lieux protégés et se sont nourries de graines résistantes. Ces oiseaux sont les descendants directs des dinosaures, les seuls représentants vivants d'un héritage qui a traversé le feu et la glace. Chaque oiseau qui chante aujourd'hui porte en lui un fragment de cette histoire, la mémoire génétique d'un monde détruit puis renaissant. Avec les années, le froid a commencé à céder. Les cendres sont retombées et la lumière du soleil, pâle et affaiblie, a recommencé à toucher la surface. Mais les géants n'étaient plus là pour accueillir cette aube nouvelle. La planète avait changé. L'ère des dinosaures s'achevait et une nouvelle lignée d'êtres se préparait à occuper le vide laissé par eux. La Terre, tel un organisme vivant, relançait son cycle. La fin des dinosaures n'a pas été seulement la fin d'un groupe. Ce fut la redéfinition de l'équilibre du vivant. L'impact a détruit des corps, mais il a créé des possibles. Le froid a figé le mouvement, mais il a préservé des semences. Et des ombres laissées par la disparition des géants surgirait la lente ascension des mammifères, des êtres petits, silencieux et obstinés, qui un jour domineraient la planète. Le rugissement des dinosaures s'était tu, mais le son de la vie, sous une autre forme, commençait à revenir. La planète dormait, mais elle rêvait de l'avenir. Le feu s'était éteint, mais ses traces demeureraient gravées dans la terre pour l'éternité. Chaque particule de cendre, chaque couche de charbon et chaque grain d'iridium déposé sur le sol racontait une histoire. La planète, silencieuse après la catastrophe, s'était changée en une archive géologique. La surface, autrefois couverte de forêts et de fleuves, n'était plus qu'une étendue de cendres compactées. Sous cette croûte froide et grise, le passé était imprimé en strates que rien n'effacerait. La Terre conservait le registre de la fin, le témoignage minéral de sa propre destruction. La chaleur de l'impact et des incendies mondiaux avait modifié la composition chimique de l'atmosphère et du sol. Des roches avaient fondu, des minéraux s'étaient transformés et des gaz s'étaient combinés en nouvelles substances. Des éléments rares comme l'iridium, abondant dans les astéroïdes et presque inexistant dans la croûte terrestre, furent disséminés en une fine pellicule autour du globe. Cette ligne, que l'on retrouve aujourd'hui dans des sédiments de tous les continents, est le marqueur exact de la limite entre le Crétacé et le Paléogène. C'est comme une cicatrice lumineuse sur la peau de la Terre, visible à qui sait où regarder. Les incendies laissèrent un autre héritage, le carbone noir. Cette forme de charbon microscopique, résultat de la combustion complète de la biomasse, imprégna sols et océans. Il constitue la trace directe des feux planétaires qui ont suivi l'impact. Des millions de tonnes de ce matériau furent transportées par les vents et déposées dans mers et lacs, créant des couches compactes que l'on peut encore identifier aujourd'hui. Lorsque les géologues découpent une roche sédimentaire et aperçoivent une bande sombre, fine et continue, ils savent qu'ils se trouvent face au sillage du feu primordial, le jour où la planète entière a brûlé. Les températures atteintes dans le cratère de Chicxulub furent si élevées que la roche a fondu puis s'est cristallisée en structures vitreuses. Ces fragments, appelés tectites, sont comme des larmes solidifiées de l'impact. Retrouvés en divers points du monde, ils forment une preuve silencieuse de la puissance de l'événement. Chacun porte dans sa forme et dans sa composition la signature de la chaleur qui a vaporisé l'océan et déformé la croûte. Des millions de ces petites sphères furent projetées dans les airs et en retombant, rallumèrent le ciel en flammes. Aujourd'hui, elles reposent dans le sol, comme des souvenirs pétrifiés d'un feu qui ne s'est jamais tout à fait éteint. Les minéraux de la zone d'impact subirent, eux aussi,
des transformations profondes. Quartz et feldspath, soumis à des pressions et à des températures extrêmes, furent déformés selon des motifs microscopiques connus sous le nom de quartz de choc. Cette déformation ne peut être produite que par des décharges d'énergie inimaginables, telles que celles générées par des impacts cosmiques. Retrouver du quartz de choc dans des couches géologiques, c'est lire la signature de l'astéroïde. C'est la preuve que le feu qui a ravagé la planète ne provenait pas des entrailles de la Terre, mais des profondeurs de l'espace. La chaleur et le carbone libérés par les incendies ont modifié à jamais le cycle chimique planétaire. Le dioxyde de carbone, le méthane et le soufre relâchés par la destruction ont créé une atmosphère provisoirement épaisse et vénéneuse. Ces gaz, combinés à la suie et à la vapeur d'eau, ont formé un mélange qui bloqua la lumière du soleil et refroidit la Terre pendant des décennies. Ils ont aussi laissé un legs chimique durable, des couches riches en carbone et en sulfate qui se sont infiltrées dans les sols et les roches, enregistrant la transition d'un monde tropical vers un désert gelé. La croûte elle-même est devenue un livre, écrit avec le feu, la glace et les cendres. Dans les régions les plus éloignées de l'impact, la pluie acide a transformé des minéraux et dissous des surfaces rocheuses. Ce processus chimique a altéré fleuves, mers et sols, engendrant de nouveaux types de minéraux et de sédiments. Des cristaux formés à cette époque conservent encore des traces de soufre et de carbone associés, éléments qui servent de témoins chimiques du cataclysme. Chaque fragment de roche de la fin du Crétacé garde une part de l'histoire. Lorsque les scientifiques les étudient, ils écoutent en réalité l'écho du feu qui a façonné la planète. L'héritage de l'impact ne fut pas uniquement destructeur. Il a aussi réorganisé les systèmes naturels. La poussière projetée dans l'atmosphère et la matière déposée dans les océans ont modifié la manière dont la Terre réfléchissait la lumière et absorbait la chaleur. Ce changement a contribué au déclenchement de nouveaux cycles climatiques et à la lente stabilisation des températures après l'hiver d'impact. À partir du chaos, la Terre a commencé à se recomposer. Le feu avait détruit, mais il avait aussi préparé le terrain à la renaissance. Lorsque la poussière a enfin sédimenté, la planète n'était plus la même. De nouveaux paysages avaient surgi. Cratères, plaines brûlées, mers acides, montagnes remodelées par les secousses sismiques. La surface terrestre avait été redessinée par l'énergie cosmique. La géologie, la chimie et l'atmosphère avaient été réécrites. Le feu avait laissé sa signature partout, dans les roches, dans les eaux, dans l'air. Et cette signature traverserait des millions d'années, nous parvenant comme un rappel silencieux de la fragilité et de la force de la planète. Aujourd'hui, des scientifiques parviennent à identifier la frontière de l'impact dans chaque recoin de la Terre. Elle est présente dans des roches d'Italie, du Mexique, de Nouvelle-Zélande, du Japon, et jusque dans les sédiments du fond des océans. C'est une ligne sombre, fine et continue, une mémoire géologique globale. Aucun autre événement de l'histoire du globe n'a laissé un registre aussi net, aussi unanime. L'héritage du feu est donc plus qu'une marque, c'est un monument naturel à la destruction et à la survie. La Terre a brûlé, a changé et a continué. Sous les couches de cendres et de roches, la planète reposait, exhalant lentement la chaleur de l'impact. La croûte, encore instable, gémissait sous le poids de la transformation. Le feu avait cessé d'être flamme et était devenu mémoire. Et, dans les profondeurs de cette mémoire minérale, la vie attendait, invisible, silencieuse, prête à écrire le prochain chapitre de l'histoire du monde. La Terre avait survécu au feu, mais elle affrontait désormais un ennemi plus persistant encore, le froid. La chaleur de l'impact et des brasiers mondiaux s'était entièrement dissipée, et la planète plongeait dans une ère glaciaire provisoire. L'atmosphère, saturée de poussière et de gaz, demeurait trouble, renvoyant la lumière solaire vers l'espace. C'était l'apogée de l'hiver d'impact, mais quelque chose de plus profond se produisait. La Terre avait perdu son équilibre thermique, et pendant des milliers d'années, le globe resterait froid, aride et silencieux. La chute des températures fut brutale. Des archives géologiques indiquent qu'après l'impact, les moyennes globales ont baissé de plus de 20 degrés Celsius. Des régions équatoriales, autrefois humides et foisonnantes, se mirent à connaître gelées et chutes de neige. Des forêts tropicales devinrent des toundras recouvertes de cendres. L'air sec empêchait la formation de nuages denses, et les précipitations se limitaient à une fine neige grisâtre qui recouvrait le sol brûlé. C'était un paysage désolé, une planète grise et glacée, plongée dans un silence total.
Le froid était devenu le nouveau souverain de la Terre. Les océans, déjà ravagés par l'acidification, étaient désormais recouverts d'une croûte de glace. Cette glace réfléchissait encore davantage la lumière solaire, amplifiant le refroidissement. Le mécanisme de rétroaction de l'albédo, lorsque la glace renvoie plus d'énergie qu'elle n'en absorbe, maintint la planète prisonnière d'un long cycle de gel. Les eaux de surface cessèrent de circuler et les profondeurs devinrent de plus en plus denses et anoxiques. La mer était devenue un abîme immobile, où la vie restante se dissimulait en colonies microscopiques près des sources hydrothermales. Le cycle hydrologique s'arrêta presque. Sans chaleur, pas d'évaporation. Sans évaporation, pas de pluie. Des fleuves se tarirent. Des lacs gelèrent. Des montagnes, autrefois couvertes de végétation, devinrent des déserts de pierre et de glace. La Terre semblait un monde assoupi, où le temps avait ralenti. Le silence dominait chaque recoin, et même le vent paraissait plus lourd, traînant une poussière glacée sur la surface figée. Le son de la vie avait disparu. Mais, dans les profondeurs de la croûte, la chaleur interne du globe continuait de palpiter. Des volcans disséminés sur les continents se mirent lentement à s'éveiller, relâchant du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Ces éruptions étaient comme les battements d'un cœur terrestre, signe que la planète demeurait vivante. Le dioxyde de carbone libéré dans l'atmosphère commença à s'accumuler, créant un effet de serre inverse. Lentement, très lentement, la chaleur commença à revenir. C'était le début de la longue convalescence. Pendant des milliers d'années, la planète vécut sous cette ère glaciaire temporaire. Les écosystèmes qui avaient survécu restèrent en dormance. Les plantes, presque éteintes à la surface, ne subsistaient que dans de petites zones protégées, où la lumière parvenait encore à percer. Des graines, enfouies sous des couches de cendres, attendaient les conditions propices pour germer. Des oiseaux, descendants directs des dinosaures, s'adaptèrent au froid, se réfugiant dans des grottes et des vallées abritées. De petits mammifères, à sang chaud et à épaisse fourrure, furent ceux qui endurèrent le mieux le nouveau climat. Le règne des reptiles s'était achevé. Venait le temps des survivants discrets. Les volcans poursuivirent leur lente mission de rétablir l'équilibre. Chaque éruption injectait des tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, la réchauffant peu à peu. Ce processus, imperceptible à l'échelle humaine, transformait la planète en un vaste laboratoire climatique. Le froid persista pendant des décennies, puis pendant des siècles. Mais la chaleur, patiente et constante, commença à l'emporter. Les couches de glace qui recouvraient les mers entamèrent leur retrait. Les eaux recommencèrent à se mouvoir. Les courants océaniques, encore faibles, retrouvèrent leur rôle de distributeurs d'énergie. Le climat recommença à respirer. Avec le retour partiel de la chaleur, la planète subit des changements brusques. La fonte libéra d'immenses volumes d'eau douce dans les océans, modifiant leur salinité et leur densité. Les pluies acides cédèrent la place à des précipitations plus claires, et les cendres déposées sur les sols commencèrent à fertiliser les régions dévastées. Des minéraux comme le phosphore et le potassium, libérés par la décomposition de la matière organique et des roches brûlées, servirent d'aliment aux futures forêts. Le sol, naguère stérile, se préparait à la renaissance du végétal. La nature, lente et méticuleuse, reconstruisait l'équilibre perdu. Même après la fin du froid extrême, le climat demeura instable. La planète oscillait entre vagues de chaleur et retour du froid, tempêtes et accalmies, comme un organisme convalescent qui tente de guérir. Ces fluctuations durèrent des milliers d'années, jusqu'à ce que l'atmosphère retrouve une part de sa transparence. La lumière du soleil recommença à traverser le voile de poussière. L'aube revint. Pour la première fois depuis longtemps, le ciel retrouva sa teinte bleutée. Les nuages, autrefois lourds et sombres, devinrent blancs. La terre sortait du coma glacé où elle avait sombré. Les calottes et les nappes de glace commencèrent à reculer. Les fleuves se mirent de nouveau à couler. Les premières plantes réapparurent, rampantes et résistantes. Le vert, absent depuis si longtemps, recommençait à ponctuer le gris du paysage. La lumière rallumait la photosynthèse, et avec elle, le cycle de l'oxygène se refermait. La planète respirait à nouveau. Il restait beaucoup à réparer, mais le premier pas était franchi. L'ère glaciaire temporaire touchait à sa fin, et la vie, une fois encore, retrouvait une voie. La Terre avait traversé le feu et la glace, deux forces opposées, également destructrices et créatrices. La planète qui émergeait de ce processus était nouvelle. Les anciennes espèces avaient disparu,
Mais le sol fertile de leurs cendres donnait naissance à des formes inédites. La géologie, la chimie et la biologie étaient prêtes à recommencer, et au cœur de cette transition demeurait la leçon du cosmos. La destruction n'est que le prélude de la renaissance. Quand le froid régna sur la planète et que le soleil disparut derrière les cendres, il sembla que la vie avait pris fin. Mais tout feu ne consume pas entièrement, et toute glace ne fige pas l'avenir. Sous les couches de cendres et de glace, cachés dans des refuges souterrains et dans les profondeurs de l'océan, la vie persistait. C'étaient de petits êtres, presque invisibles, mais dotés d'une résistance défiant le cosmos lui-même. Ils ne dominaient pas la planète. Ils attendaient simplement. Et de cette attente allait naître un nouveau monde. Dans les sols gelés, des micro-organismes endormis survivaient dans un état de dormance. Des bactéries et des champignons avaient trouvé refuge dans des fissures humides, à l'abri du froid extrême et du rayonnement ultraviolet. Ils se nourrissaient de composés minéraux et de résidus organiques laissés par le cataclysme. Certaines de ces bactéries parvenaient à transformer des substances toxiques en énergie, s'adaptant à des conditions mortelles pour toute autre forme de vie. Ces communautés souterraines devinrent les gardiennes de la planète durant l'hiver cosmique. La Terre, bien que paralysée, restait vivante à l'intérieur. Dans les profondeurs des océans, là où l'impact n'avait pas tout détruit, existaient des sources hydrothermales, de véritables oasis de chaleur au milieu de la glace. Dans ces cheminées sous-marines, des bactéries chimiosynthétiques prospéraient. Elles ne dépendaient pas de la lumière du soleil, mais de l'énergie chimique libérée par les minéraux issus des entrailles de la Terre. Autour d'elles, de petites créatures comme des vers tubulaires et des crustacés microscopiques maintenaient des écosystèmes entiers, soutenus uniquement par la chaleur interne du globe. Ces colonies abyssales furent le refuge de la biosphère, les bastions où la vie résista à la mort du soleil. Les mammifères, encore petits et discrets, survécurent eux aussi. Ils avaient évolué pour endurer le froid et la disette. Grâce à un métabolisme élevé et à des corps couverts de poils, ils conservaient efficacement la chaleur. Ils se cachaient dans des terriers souterrains, se nourrissant d'insectes, de racines et de graines ayant résisté à l'impact. Certains hibernaient de longues périodes, réduisant leur consommation d'énergie et attendant le retour de conditions plus clémentes. Ce qui jadis semblait un simple avantage évolutif, le sang chaud, était désormais la frontière entre l'extinction et la survie. Les oiseaux, descendants directs des dinosaures, furent les seuls héritiers d'un ancien héritage. Petits et légers, beaucoup réussirent à fuir les incendies initiaux en se réfugiant dans des cavernes, des crevasses ou sur des rives abritées. Ils se nourrissaient d'insectes et de graines capables de supporter le froid. Leurs plumes, isolantes et adaptables, leur offraient une protection thermique. Lorsque le soleil reparut enfin, ce furent eux les premiers à fendre l'air. Chaque battement d'ailes marquait la renaissance du mouvement, du son et de l'espérance dans le ciel. Dans les eaux glacées, quelques poissons et amphibiens résistèrent en état de torpeur. Des espèces adaptées aux températures extrêmes survécurent dans des étangs souterrains ou des poches d'eau chauffées par l'activité géothermique. Ces organismes endurèrent des bouleversements chimiques radicaux, acidité, manque d'oxygène, présence de métaux dissous. La biologie de ces survivants révélait la flexibilité prodigieuse du vivant, sa capacité à résister, à s'adapter et à renaître, même dans les conditions les plus hostiles. Les plantes, presque éteintes à la surface, conservaient pourtant une dernière ligne de résistance. Des graines et des spores, ensevelis sous des couches de cendres, demeuraient en dormance pendant des années, voire des décennies. Certaines espèces possédaient des structures capables de supporter le froid et l'obscurité, patientant jusqu'au retour de la lumière. Quand le soleil toucha de nouveau le sol, ces graines germèrent. Des pousses fragiles percèrent la glace et puisèrent leur force dans les nutriments laissés par les incendies. Le sol brûlé, riche en minéraux et en carbone, devenait un berceau fertile pour la régénération végétale. La terre commençait à se revêtir à nouveau. La renaissance ne fut pas rapide. La reconstruction des écosystèmes prit des milliers d'années. Mais à chaque saison qui passait, l'équilibre se rétablissait peu à peu. Les insectes se multiplièrent, nourrissant petits mammifères et oiseaux. Les algues réapparurent dans les mers, restituant de l'oxygène à l'atmosphère. L'air devenait plus pur, le ciel plus clair et les pluies plus régulières. La planète sortait de son coma glacé et recommençait à respirer. Le monde, jadis dominé par les géants, appartenait désormais aux petits.
La force de la vie avait changé de visage, moins grandiose, mais plus tenace et silencieuse. Ces survivants invisibles ne se contentèrent pas de résister. Ils devinrent les fondations de la nouvelle ère biologique. Chaque cellule survivante portait en elle la mémoire génétique du cataclysme. Les futures lignées de mammifères, d'oiseaux, d'insectes et de plantes évolueraient à partir de cet héritage silencieux. La Terre avait été presque détruite, mais dans cette destruction, elle avait semé les bases d'un recommencement. L'extinction qui avait effacé 75% du vivant avait aussi libéré la scène pour une nouvelle explosion évolutive. La leçon de la catastrophe était simple et profonde. La vie ne disparaît pas, elle change de forme. Elle se cache, s'adapte et attend. Même quand le monde semble perdu, la persistance silencieuse d'un microbe dans le sol ou d'un animal en hibernation porte le futur de tout. La planète avait sombré dans l'abîme du feu et de la glace. Mais dans l'ombre, la vie avait triomphé. La lumière avait disparu depuis si longtemps que la Terre semblait avoir oublié le jour. Le globe existait sous une pénombre constante, comme si le temps s'était arrêté. L'atmosphère restait chargée de poussière et d'aérosols projetés par l'impact, et même des décennies plus tard, le ciel n'avait pas retrouvé sa transparence. Chaque aube naissait en nuances de gris, et le soleil, lorsqu'il apparaissait, n'était qu'un disque pâle sans chaleur. La nuit et le jour étaient devenus indistincts. C'était une longue ère d'obscurité, où la vie renaissait lentement, en silence, parmi les ruines. Durant les premières années, l'air demeurait lourd et épais. Les particules suspendues dans la stratosphère empêchaient la lumière solaire de percer et renvoyaient le rayonnement dans l'espace. L'énergie thermique atteignant la surface était minimale et le froid persistait. La planète était entrée dans un état climatique instable. L'équilibre atmosphérique mettrait des siècles à se rétablir. La fine poussière composée de sulfate, de suie et de minéraux vaporisés continuait à voyager dans les courants de vent mondiaux, prolongeant le crépuscule. Le soleil était revenu, mais pas encore assez pour réveiller la Terre. Pourtant, quelque chose commençait à changer. La gravité et l'humidité de l'air faisaient retomber lentement les particules les plus lourdes. Une pluie fine et constante, presque invisible, ramenait au sol les cendres qui flottaient depuis des décennies. Cette précipitation de poussière et de suie fut le premier signe de purification. À chaque grain tombé, le ciel s'éclaircissait un peu. L'air commençait à s'éclaircir. Le cycle du carbone, interrompu par l'impact, reprenait. Les océans, jadis immobiles, retrouvaient faiblement leur courant. La vie, microscopique et obstinée, recommençait à réorganiser le globe. Dans les eaux peu profondes, les premières algues reparurent. Elles furent les pionnières de la récupération écologique, transformant la faible lumière qui traversait la mer en énergie. La photosynthèse reprenait, timide mais suffisante pour libérer de l'oxygène. Ce processus, répété à l'infini à l'échelle microscopique, commença à modifier l'atmosphère. L'air devenait plus respirable. Le cycle biologique se remettait en marche. C'était le retour de la lumière par la biologie, non seulement physique, mais symbolique. L'énergie du soleil nourrissait à nouveau le cœur de la planète. Sur la terre ferme, le même phénomène se produisait. Des mousses et des lichens, capables de vivre dans des conditions extrêmes, furent les premières formes à recoloniser les terrains dévastés. Ils s'accrochaient aux roches brûlées, les érodant lentement grâce à des acides naturels et créant les premiers fragments de sol fertiles. Au fil du temps, des couches de matière organique s'accumulèrent. De petites plantes émergèrent, germant à partir de graines qui avaient survécu sous les cendres. Le vert, après tant de gris, revenait. La terre, encore froide, commençait à se teinter à nouveau des couleurs de la vie. Les décennies d'obscurité furent aussi des décennies de silence. Les grands animaux avaient disparu, et seules de petites créatures foulaient le sol à la recherche de nourriture. Des insectes reconstruisaient des écosystèmes invisibles, tandis que de petits mammifères, oiseaux et reptiles occupaient l'espace laissé par les géants éteints. Chaque espèce survivante jouait un rôle essentiel dans le rétablissement des cycles naturels. La décomposition reprenait. Le sol, enrichi de matière organique, redevenait fertile. L'équilibre, brisé par l'impact, se rétablissait lentement à l'échelle microscopique. Avec le temps, la poussière stratosphérique finit par se dissiper. Les vents nettoyèrent progressivement les couches supérieures de l'atmosphère, laissant réapparaître le bleu du ciel. Les nuages, jadis lourds et gris, redevinrent blancs. Le soleil retrouva son éclat. Pour la première fois depuis des décennies,
La Terre voyait une journée entière de lumière. La température globale monta peu à peu, dégelant les régions polaires et restituant de la vapeur d'eau à l'air. La pluie revint, dissolvant les résidus acides et lavant la surface du globe. C'était le début de la purification. Les marques de l'impact, cependant, demeuraient. Cratères, plaines brûlées et dépôts de charbon composèrent le visage du Nouveau Monde. Mais la destruction avait ouvert la voie à l'inédit. De nouvelles plantes apparurent, adaptées à des sols pauvres et à des climats changeants. La vie expérimentait à nouveau. La sélection naturelle travaillait avec les fragments restants et chaque mutation réussie représentait un pas vers la diversité à venir. C'était comme si la Terre elle-même repensait la vie, se réinventant après le traumatisme. Les océans, désormais moins acides, retrouvèrent leur bleu. La photosynthèse marine s'intensifia et l'oxygène s'accumula à nouveau dans l'atmosphère. De petites créatures, plancton et crustacés microscopiques, réapparurent en grand nombre, soutenant de nouvelles chaînes alimentaires. La renaissance marine ramena l'équilibre chimique de l'air. À chaque cycle de photosynthèse, la Terre respirait un peu plus profondément. L'ère de l'obscurité s'achevait, remplacée par une ère de lumière fragile, l'annonce d'une guérison totale. Après des décennies d'ombre, la planète redevenait un monde lumineux. La nature, patiente et méthodique, avait reconstruit l'essentiel, l'air, l'eau, le sol et la vie. Le soleil, longtemps perçu comme un ennemi lointain, redevenait source de chaleur et d'énergie. La lumière, jadis symbole de destruction, redevenait le signe de la création. Et tandis que la clarté dorée s'étendait sur les plaines autrefois cendreuses, la planète s'éveillait de son long sommeil. La Terre avait survécu à l'impact. Et maintenant, enfin, elle rêvait de l'aube. Le premier rayon de soleil traversa la fine brume et toucha le sol couvert de cendres. C'était une lueur faible, pâle, mais suffisante pour briser le silence de siècles. La lumière, absente depuis si longtemps, revenait pour rallumer le cycle de la vie. Ce qui était gris commençait à se transformer. Une chaleur douce dissolvait la glace, libérant des fleuves emprisonnés et réactivant le mouvement de la terre. Les eaux recommençaient à couler. Le vent reprenait son souffle. La planète, qui avait dormi dans le froid de l'extinction, s'éveillait lentement. C'était le début de la régénération, l'aube de la renaissance. Les forêts ne revinrent pas d'un seul élan. Elles commencèrent par de petites taches de verre disséminées au milieu d'immenses déserts de cendres. Des lichens et des mousses, pionniers de la reconquête, tapissaient les roches brûlées, ouvrant la voie aux premières plantes vasculaires. Des graines restées en dormance pendant des décennies se mirent à germer. Chaque pousse qui émergeait du sol était un acte de résistance. La photosynthèse recommençait à transformer la lumière en énergie, et l'oxygène, jadis rare, se remit à s'accumuler dans l'atmosphère. La planète respirait, faiblement, mais vivante. Des pluies désormais plus limpides lavèrent des cendres anciennes et fertilisèrent les terres. Des minéraux libérés par la décomposition de la roche et l'action des volcans enrichissaient le sol. Ce qui avait été le théâtre de la destruction devenait, ironiquement, une terre féconde. Les forêts relançaient le cycle biologique de la planète, créant des microclimats, retenant l'humidité et restituant à l'air l'équilibre perdu. La nature reconquérait lentement l'espace que le feu et la glace avaient arraché. Le paysage cessait d'être un cimetière de pierres et redevenait un jardin. Avec le retour de la végétation vinrent les animaux. De petits insectes et des arachnides furent les premiers à explorer le nouvel environnement. Ils se nourrissaient de matière organique en décomposition et de lichens qui croissaient sur les pierres. Puis vinrent de petits amphibiens, des oiseaux et des mammifères, des créatures adaptables au métabolisme rapide et au comportement souple, prospéraient là où régnait autrefois la mort. La planète appartenait désormais aux discrets, aux résistants, aux patients. C'était l'ère des petits héritiers de la Terre. Les nouvelles forêts différaient des anciennes. Les espèces renaissantes avaient subi une sélection impitoyable. Les plantes qui grandissaient dans ce monde neuf développèrent des racines profondes et des feuilles épaisses, capables de supporter le froid et la sécheresse. Les arbres étaient plus petits, plus compacts, mais d'une robustesse extrême. Ils ne rivalisaient plus par la taille, mais par la persévérance. Le vert recouvrait de nouveau vallées et plaines, mais d'un vert plus sombre, plus dense, un vert portant la mémoire du feu. La terre renaissait avec des cicatrices, mais avec sagesse. Dans les océans, la renaissance suivait le même rythme. Les algues et le plancton,
ranimés par la lumière, déclenchèrent un nouvel essor d'oxygène. Les eaux se remirent en mouvement et les courants océaniques ravivèrent le cycle thermique global. Les chaînes alimentaires se reconstituèrent peu à peu. Poissons, crustacés et mollusques revinrent vers les zones côtières. L'océan, jadis miroir de mort, reflétait de nouveau le bleu de la vie. La planète recommençait à palpiter. Chaque marée montante ramenait la respiration de la Terre. Le climat, encore instable, oscillait entre chaleur et froid. Mais l'atmosphère commençait à se stabiliser. Les couches de poussière s'étaient presque entièrement dissipées et le ciel redevenait bleu. Les volcans lançaient toujours des gaz, mais ces éléments nourrissaient à présent le nouveau cycle du carbone, aidant à maintenir une température équilibrée. La planète avait appris, de manière brutale, l'importance de l'équilibre. Chaque molécule, chaque atome semblait œuvrer à la reconstruction du système naturel. La Terre se soignait de l'intérieur. Les écosystèmes ressurgissaient avec de nouvelles combinaisons du vivant. La disparition des dinosaures avait ouvert un immense espace écologique. Les mammifères, autrefois figurants de l'histoire, commencèrent à se diversifier. Des espèces de petite taille évoluaient rapidement, occupant les niches laissées par les anciens maîtres. Dans le sous-sol, à la cime des arbres et sur les berges des rivières, apparaissaient des formes de vie inédites, adaptées à une planète imprévisible. C'était l'étincelle première d'une nouvelle ère biologique, l'ère des mammifères. Les forêts qui poussaient sur les cendres prouvaient que destruction et création sont inséparables. Les cendres des anciens bois nourrissaient les nouveaux. L'énergie qui avait un jour embrasé le monde alimentait à présent la renaissance. Chaque arbre dressé était un souvenir vivant de la catastrophe. Les racines plongeaient dans des sols issus de roches fondues et les troncs croissaient au-dessus du charbon des vieux fûts brûlés. La vie utilisait sa propre mort comme matière première. La nature ne regrettait pas le passé, elle le transformait. Au fil des siècles, la planète redevint exubérante. Le vert s'étendit des tropiques vers les latitudes moyennes. Les rivières recommencèrent à chanter, les mers à scintiller et les vents à danser au-dessus de plaines fertiles. La terre paraissait neuve, mais gardait au cœur de ses roches la mémoire de l'impact. Le cratère de Chicxulub, désormais couvert de sédiments et de végétation, était le cœur silencieux de cette ère nouvelle. La planète avait été meurtrie mais avait survécu, et dans les cicatrices laissées par le feu et la glace, fleurissait une vie renouvelée. La Terre avait renaît, non pas comme avant, mais plus forte, plus diverse et plus résiliente. L'impact qui avait effacé les géants avait ouvert la voie aux petits, et les petits devinrent les bâtisseurs de l'avenir. C'était le commencement d'une ère nouvelle, l'ère de la reconstruction, de l'équilibre et de la persistance. La planète se remettait à tourner en harmonie avec le Soleil. La lumière, jadis destructrice, redevenait nourricière, et le souffle du vent sur les forêts neuves prouvait que, même après une destruction totale, la vie trouve toujours le chemin du retour. Le silence qui succéda à l'impact dura des milliers d'années. La terre, couverte de cendres et de glace, avait vu disparaître les rois d'hier. Mais dans l'ombre de cette destruction, une nouvelle lignée se préparait à hériter du globe. Ils étaient petits, discrets et agiles, des créatures à sang chaud, au sens aiguisé et au cerveau en plein essor. Tandis que les dinosaures avaient régné par la force et la taille, les mammifères avaient survécu par l'ingéniosité et l'adaptation. Et lorsque le soleil revint briller sur le monde restauré, ce furent eux qui émergèrent des terriers et des forêts pour reconstruire l'histoire du vivant. Durant l'ère du froid et de l'obscurité, ces petits êtres avaient appris à vivre cachés. Ils se nourrissaient de racines, de graines et d'insectes, exploitant chaque ressource que la terre offrait encore. La chaleur interne de leur corps, fruit d'un métabolisme élevé, leur permit de survivre à des températures mortelles pour les reptiles. Et tandis que les géants succombaient au froid, eux prospéraient dans le sous-sol, attendant le retour de la tiédeur. Lorsque la lumière revint enfin, les mammifères étaient prêts, et la planète, vidée de grands prédateurs, offrait un vaste champ pour leur expansion. L'extinction des dinosaures avait laissé des niches écologiques vacantes dans tous les milieux, forêts, plaines, rivières et océans. L'équilibre naturel détruit par l'impact demandait à être réparé, et l'évolution ne tarda pas. Dans les siècles qui suivirent, les mammifères commencèrent à se diversifier de manière fulgurante. Des espèces de tailles et d'habitudes variées apparurent aux quatre coins du globe. Certains retournèrent à la mer, s'adaptant de nouveau à la vie aquatique. D'autres devinrent coureurs des plaines.
grimpeurs des forêts ou chasseurs nocturnes. La diversité biologique se multiplia à un rythme sans précédent. C'était la renaissance de la vie sous des formes nouvelles. Les fossiles de cette période montrent un bond évolutif remarquable. De petits mammifères primitifs, semblables à des musaraignes et à des sarigues, donnèrent naissance à des lignées de plus en plus spécialisées. Apparurent les premiers ongulés, animaux aux sabots qui deviendraient les ancêtres des chevaux et des cerfs. Surgirent aussi les premiers véritables prédateurs, agiles et intelligents, chassant en groupe et dotés de cerveaux proportionnellement plus grands. Dans le ciel, des oiseaux se diversifiaient rapidement, occupant l'espace aérien laissé par les ptérosaures. Dans les mers, de nouveaux groupes de poissons et de mammifères marins émergèrent. La vie réécrivait sa propre charpente. L'intelligence devint l'une des armes les plus puissantes de cette ère. L'environnement post-impact, instable et imprévisible, favorisait les organismes capables d'apprendre, de s'adapter et d'anticiper. Les mammifères, au cerveau en expansion, commencèrent à développer des comportements complexes. Ils apprirent à coopérer, à prendre soin de leurs petits, à chasser en groupe et à bâtir des abris. Ce nouveau lien entre instinct et apprentissage leur permit d'affronter les variations climatiques, les saisons capricieuses et la rareté des ressources. C'était une évolution silencieuse mais irrésistible. L'ascension de l'intelligence du vivant. La planète elle-même aidait ce processus. Les forêts renaissantes créaient de nouveaux habitats, offrant nourriture et refuge. Un climat progressivement plus chaud et plus humide stimulait l'expansion végétale et animale. Les rivières recommencèrent à couler, les saisons revinrent alterner, et l'équilibre se restaurait lentement. La vie reprenait ses cycles, mais sous une forme inédite. Le monde cessait d'être le domaine des reptiles pour devenir la demeure des mammifères, des créatures qui respiraient davantage, réfléchissaient davantage et vivaient avec la chaleur de la survie dans le sang. Au fil des millénaires, apparurent des formes de plus en plus grandes. Des herbivores robustes se multiplièrent sur des plaines immenses, tandis que des carnivores vifs les chassaient avec des stratégies précises. La chaîne alimentaire se restructurait entièrement. La planète, autrefois dévastée, vibrait désormais de mouvements, de sons et de couleurs. Les paysages, jadis dominés par des géants à écailles, appartenaient à présent à des animaux à pelage dense et à regards attentifs. C'était un nouveau type de règne, non plus celui de la force brute, mais celui de l'adaptation et de l'intelligence. Parmi ces nouveaux groupes apparurent les premiers primates. Petits, arboricoles et curieux, ils vivaient en bande et possédèrent des mains capables de saisir et de manipuler des objets. Leur vision, orientée vers l'avant, permettait d'évaluer les distances, et leur cerveau, en croissance, amorçait une révolution silencieuse dans la façon de percevoir le monde. Ils étaient les descendants directs des petits mammifères qui avaient survécu à l'impact et seraient, des millions d'années plus tard, les ancêtres de l'être humain. L'histoire de l'astéroïde, ainsi, ne s'acheva pas avec la fin des dinosaures. Elle changea simplement de protagoniste. Le règne des mammifères ne fut pas seulement biologique, mais symbolique. Il représenta la victoire de la persistance sur la catastrophe. La planète, détruite par la force, fut reconstruite par l'adaptation. L'intelligence, la coopération et la chaleur interne remplacèrent la puissance et le gigantisme comme nouvelles armes de la survie. La Terre avait appris dans sa propre douleur. Chaque nouvelle forme de vie née de cette renaissance portait en elle l'héritage de l'impact. La preuve que, face à la destruction totale, l'évolution trouve des voies. Avec le cours des ères, la planète retrouva pleinement son équilibre. Le soleil recommença à briller avec vigueur, et le vert des forêts recouvrit de nouveau les continents. Des montagnes cicatrisées par l'impact abritaient désormais des écosystèmes foisonnants. L'océan reprit son chant, fait de vagues et de créatures, et sur ce monde renouvelé, les mammifères marchèrent, nagèrent et volèrent, inaugurant un chapitre qui transformerait la Terre à jamais. Le règne des mammifères avait commencé, et en lui, au cœur de l'immensité des temps, se cachait la graine d'un avenir lointain, l'apparition de la conscience, de la pensée et de la mémoire. La vie, façonnée par le feu et par la glace, était prête à rêver d'elle-même. La catastrophe était passée. La planète était en paix, et le son qui résonnait désormais dans les forêts nouvelles n'était plus le rugissement des dinosaures, mais le murmure de l'intelligence naissante au sein de la matière vivante. La Terre avait renaît, mais non sans blessure. Sous les forêts qui repoussaient et les mers qui retrouvèrent leur bleu,
demeuraient des plaies profondes. La planète conservait, en silence, les traces du jour où le ciel s'était effondré. L'impact avait remodelé les continents, altéré les océans et changé à jamais la structure de la croûte terrestre. Le cratère de Chicxulub, le point zéro de la destruction, restait une cicatrice ouverte dans le corps de la Terre. Invisible en surface, mais gigantesque dans les profondeurs, il demeurait le rappel permanent de la force qui avait failli anéantir la vie. Formé par une énergie supérieure à celle de milliards de bombes atomiques, le cratère initial mesurait plus de 180 km de diamètre et plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Ses bords avaient été façonnés par des roches fondues et son centre, déformé par la puissance du choc, avait donné naissance à une structure circulaire appelée pic central. Cette formation, semblable au cœur d'une fleur de pierre, est caractéristique des impacts cosmiques d'une magnitude extrême. Aujourd'hui, elle repose ensevelie sous les sédiments du sud du golfe du Mexique, mais ses parois continuent de révéler le traumatisme de la collision, l'instant où la planète fut blessée. Les scientifiques étudient Chicxulub comme un miroir du passé. De profondes forages sous la surface ont révélé des couches de roches fondues en un instant lors de l'impact, conservant la chaleur et la pression de ce moment précis. Les échantillons montrent des minéraux déformés, des microsphères vitrifiées et des dépôts riches en iridium, autant de signes indiscutables de la collision. Chaque fragment est une photographie géologique du cataclysme. Sous la croûte, la Terre garde encore la forme du coup qui la remodela. Même après des millions d'années, l'écho de la destruction reste perceptible dans ces structures souterraines. Les ondes sismiques engendrées par l'impact parcoururent le globe et laissèrent des cicatrices bien au-delà du cratère. Des failles tectoniques se formèrent dans des régions éloignées, modifiant le relief de nombreux continents. Des montagnes s'élevèrent, des plaines se déformèrent, des mers anciennes se retirèrent. L'énergie libérée pénétra jusqu'au cœur de la croûte, modifiant le cours de la géologie planétaire. L'impact de Chicxulub ne fut pas seulement une explosion, ce fut une reconfiguration du monde. La Terre qui en émergea n'était plus la même. Même les marées et les vents obéissaient désormais à d'autres lois. Les couches sédimentaires recouvrant le site de l'impact forment une capsule temporelle. Elles conservent les transformations chimiques et biologiques survenues après l'événement. La frontière entre le Crétacé et le Paléogène est marquée par une ligne sombre et fine, une signature cosmique composée de cendres, de carbone et d'iridium. Cette ligne, retrouvée sur tous les continents, constitue la preuve matérielle du jour où la planète fut blessée. Elle marque le moment où l'histoire de la Terre se scinda en deux, avant et après l'impact. Aucun autre événement naturel n'a laissé une empreinte aussi nette et universelle. L'impact bouleversa aussi l'équilibre chimique du globe. La chaleur extrême vaporisa des minéraux, libéra du soufre et modifia la composition de l'atmosphère. En réagissant avec l'eau, ces éléments produisirent des pluies acides qui remodelèrent sol et océan. Même après la guérison du monde, les traces de ces transformations subsistèrent dans les roches et les dépôts minéraux. La Terre avait été littéralement réécrite. Les montagnes nées après l'impact portèrent dans leurs minéraux la mémoire chimique du feu et de la suie. Les pierres du Nouveau Monde gardaient en elles les cendres de l'Ancien. Des millions d'années plus tard, la planète parle encore à travers ses cicatrices. Le cratère de Chicxulub, aujourd'hui dissimulé sous les sédiments et les eaux peu profondes, continue d'émettre de légers signaux sismiques. Ces parois souterraines réfléchissent les ondes d'énergie selon des motifs uniques, permettant aux géologues d'en dresser des cartes précises. Sous des kilomètres de roches, le cœur de l'impact demeure intact, une blessure profonde, mais refermée. C'est un rappel silencieux que la Terre, même meurtrie, sait se régénérer. Mais les marques du choc ne sont pas seulement physiques, elles résident aussi dans la mémoire biologique du monde. Chaque espèce vivante d'aujourd'hui descend de survivants ayant échappé à la catastrophe. L'ADN de la vie porte en lui le souvenir de cet événement, un code inscrit dans la douleur et la persistance. Les extinctions ont façonné l'évolution, forçant la nature à se réinventer. Le traumatisme de l'impact transforma la planète en un nouveau foyer pour la diversité, et chaque organisme actuel est, en un sens, la preuve que la Terre a su guérir. Les géologues nomment cette frontière la blessure globale. Elle est visible dans les roches, les fossiles et les minéraux de tous les continents. C'est le point où l'histoire de la Terre s'est brisée, puis recollée avec de nouvelles couleurs. Le cratère de Chicxulub en est le symbole. Non seulement le lieu où un astéroïde frappa la planète,
mais aussi celui où la vie recommença. Les montagnes, les mers et les forêts nées ensuite sont comme une peau régénérée sur un corps marqué. La Terre, plus âgée et plus sage, poursuivait sa rotation, blessée mais vivante. Dans chaque grain de sable, dans chaque fossile, dans chaque molécule de carbone, subsiste une trace de l'impact. La planète, tel un corps ayant survécu à une fièvre colossale, garde ses souvenirs enfouis. Le feu et la glace ont laissé des cicatrices éternelles, et ces cicatrices sont devenues les fondations de tout ce qui suivit. Le cratère n'est pas seulement une marque de destruction, c'est aussi un monument à la résistance. La Terre fut frappée, mais non détruite, blessée, mais invaincue, et de cette plaie naquit l'avenir. L'histoire de la Terre est une succession de fins et de commencements. À chaque catastrophe, la planète se défait d'une ère pour en enfanter une autre. À chaque destruction, une nouvelle forme de vie trouve l'espace pour surgir. L'impact de Chicxulub ne fut ni le premier ni le dernier événement à redessiner le destin du monde. Il ne fut qu'un maillon dans la longue chaîne d'extinction et de renaissance qui ont modelé l'évolution depuis la naissance du globe. La mort, à l'échelle cosmique, n'est jamais définitive. Elle n'est qu'un changement de forme, une pause entre ce qui fut et ce qui sera. Bien avant l'astéroïde qui anéantit les dinosaures, d'autres cataclysmes avaient déjà ébranlé la planète. À la fin de l'Ordovicien, il y a plus de 400 millions d'années, le monde se figea sous la glace et le froid effaça la majeure partie de la vie marine. Des millions d'années plus tard, à la fin du Dévonien, les océans devinrent acides et étouffants, détruisant les récifs et provoquant la mort de 90% des espèces aquatiques. À la fin du Permien, le plus grand de tous les désastres connus, des éruptions volcaniques libérèrent des gaz en quantité colossale, réchauffant la Terre et exterminant presque toute vie. Chaque extinction, avec ses causes et ses effets, fut un acte d'une même pièce. La danse cyclique entre chaos et création. Ces événements apprirent à la planète ce que signifie se reconstruire. Après chaque fin, la Terre se réinventait. Les espèces anciennes disparaissaient, laissant place à de nouvelles formes. L'impact de Chicxulub répéta ce schéma, un effondrement éliminant les dominants, mais libérant les survivants pour réécrire les lois de l'existence. La mort des dinosaures permit l'ascension des mammifères. La destruction des forêts ouvrit la voie à des écosystèmes plus variés. La chimie même du globe fut renouvelée. Chaque destruction portait dans son ombre le germe d'un recommencement. La géologie enregistre ces cycles avec une précision presque biographique. Chaque couche de roche est une page écrite par le temps et la pression. On y trouve les cendres des éruptions, les fossiles des êtres disparus et les minéraux nés du feu et du froid. Quand les scientifiques étudient ces couches, ils lisent l'histoire des renaissances. Dans chaque ligne sédimentaire sommeille le silence qui précéda la vie suivante. La planète n'a jamais cessé d'écrire, elle a seulement changé d'écriture. L'extinction provoquée par l'astéroïde fut, à bien des égards, un redémarrage nécessaire. Elle mit fin à l'ère des géants et inaugura celle de la conscience. Sans l'impact, peut-être les mammifères ne seraient-ils jamais sortis de l'ombre et la pensée humaine n'aurait jamais vu le jour. Chaque respiration, chaque regard vers le ciel nocturne est un écho lointain de ce jour-là. La vie humaine est ainsi l'héritière directe du feu et de la glace. Nous sommes la preuve que le chaos engendre aussi la clarté et que la destruction, si terrible soit-elle, peut être le début de la sagesse. Le globe demeure soumis à ces cycles. Des extinctions plus modestes surviennent sans cesse, provoquées par le climat, les volcans ou les mouvements cosmiques. La vie résiliente s'adapte et continue. Même dans les pires crises, il subsiste toujours un fragment, un microbe, une cellule capable de recommencer. L'histoire de la Terre est celle de la persévérance. Il n'y a pas de tragédie sans création, ni de silence sans renaissance. La nature ignore la notion de fin. Elle ne connaît que la transformation. Ces cycles se répètent aussi dans le cosmos. Des étoiles meurent et deviennent supernovas, répandant les éléments qui formeront de nouvelles planètes et de nouvelles vies. Des galaxies entrent en collision et renaissent de leurs ruines. L'univers tout entier bat au rythme de cette destruction créatrice. La Terre n'est qu'une particule, dans ce vaste processus cosmique, reflet miniature du mouvement qui régit les étoiles. L'impact qui faillit nous détruire fut à la fois un rappel de notre fragilité et de notre lien avec l'univers. Les grandes extinctions, bien que dévastatrices, sont aussi les moteurs invisibles de l'évolution. Elles effacent ce qui stagne et ouvrent la voie au neuf.
Sans elle, le monde serait un jardin figé, sans invention, sans défi, sans transformation. L'astéroïde de Chicxulub fut le coup qui réorganisa l'échiquier de la vie, et le résultat de ce chaos fut la diversité extraordinaire que nous connaissons aujourd'hui. Chaque arbre, chaque animal, chaque cellule vivante descend d'un monde mort et ressuscité. La terre blessée a appris à se reconstruire, et la vie à survivre à la mort. Ensemble, elles suivent un même cycle. Naître, croître, s'effondrer et recommencer. Ce schéma, qui se répète depuis des milliards d'années, est le cœur même du globe. L'impact qui apporta la destruction transmit aussi la mémoire. Et cette mémoire maintient la vie en mouvement perpétuel. À chaque extinction, la Terre devient différente, plus complexe, plus sage. La fin n'est jamais qu'un commencement déguisé. Lorsque nous levons les yeux vers les étoiles et pensons à des mondes lointains, peut-être voyons-nous en chacun d'eux le reflet de ce même processus. Certains brûlent encore, d'autres dorment sous la glace. Et en tous, il existe la promesse d'une nouvelle aurore. L'impact qui faillit anéantir la Terre ne fut qu'une note dans une symphonie bien plus vaste, la symphonie de la création continue. Mort et renaissance sont les deux mesures qui rythment la musique de l'existence. Et la Terre, bien qu'elle porte ses cicatrices, continue de jouer. La Terre a déjà survécu au feu et à la glace, mais l'univers lui demeure identique, vaste, imprévisible et peuplé de corps qui voyagent en silence. L'histoire de l'impact de Chicxulub n'est pas seulement un chapitre lointain. C'est un rappel constant que le cosmos ne dort jamais. Le système solaire est une danse de gravité T, et à chaque seconde, des millions de fragments croisent leurs orbites autour du Soleil. La plupart passent inaperçus, mais il suffit d'un infime écart, d'une collision, d'une petite perturbation gravitationnelle pour que le destin de la planète change à nouveau. La question que la science pose aujourd'hui est simple et effrayante. Et si cela se produisait encore? L'humanité vit dans un intervalle calme entre des catastrophes cosmiques. C'est une trêve géologique, non une garantie. Chaque année, des télescopes et des radars détectent des milliers d'astéroïdes géocroiseurs, des objets rocheux qui orbitent autour du Soleil et, dans certains cas, croisent dangereusement notre trajectoire. La majorité ne mesure que quelques mètres de diamètre, mais certains sont assez grands pour détruire des villes entières ou même modifier le climat global. L'impact qui a anéanti les dinosaures fut causé par un corps d'environ 10 km de large. Aujourd'hui, même un astéroïde d'à peine 1 km serait capable de ravager des écosystèmes et de plonger la planète dans un nouvel hiver d'impact. Pour éviter une nouvelle fin, la science a appris à observer le ciel avec une attention soutenue. Depuis la fin du XXe siècle, la surveillance des astéroïdes est devenue l'une des missions les plus importantes de l'astronomie moderne. Des télescopes terrestres, des satellites spatiaux et des systèmes de suivi contrôlent en continu le mouvement de milliers d'objets. Les agences spatiales maintiennent des bases de données sur les orbites de chaque corps connu, calculent leur trajectoire future et estiment les risques de collision. La marge d'erreur est faible, mais l'espace est immense et tous les objets ne sont pas répertoriés. À chaque nouvelle campagne d'observation, nous découvrons l'étendue de ce que nous ignorons encore. Les scientifiques classent ces corps en deux grandes catégories, les astéroïdes proches de la Terre, qui évoluent dans le voisinage orbital de notre planète, et les objets potentiellement dangereux, dont la trajectoire peut croiser la nôtre à un moment donné dans l'avenir. Parmi eux se trouvent des roches de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres de diamètre, capables de provoquer des destructions à l'échelle régionale ou continentale. Certains voyagent à des vitesses supérieures à 20 km par seconde, la même fureur cosmique qui transforma le golfe du Mexique en cratère. Et bien que le nombre de grands impacts soit rare, la probabilité n'est jamais nulle. L'Agence spatiale des États-Unis, l'Agence spatiale européenne et d'autres institutions maintiennent des programmes de défense planétaire. L'un des plus connus est le Programme des objets géocroiseurs, dédié à identifier et à suivre tous les corps potentiellement dangereux. En 2022, la mission McDarty, l'essai de déviation d'un astéroïde binaire, a démontré pour la première fois que l'humanité peut altérer la trajectoire d'un astéroïde, même de manière minime. En percutant délibérément une sonde contre l'astéroïde Dimorphos, les scientifiques ont prouvé qu'il est possible de modifier la course d'un corps céleste. Ce fut le premier essai réussi de défense planétaire de l'histoire. Un geste modeste à l'échelle cosmique, mais immense par sa signification.
le début de la capacité humaine à intervenir dans le destin de la Terre. Cependant, malgré les progrès technologiques, le danger demeure. Tous les astéroïdes ne peuvent pas être anticipés. Beaucoup arrivent selon des angles difficiles à observer, en provenance de la direction du Soleil, invisibles aux télescopes optiques. D'autres sont sombres, composés de matériaux qui absorbent la lumière, et ne deviennent visibles que lorsqu'ils sont déjà très proches. Un astéroïde de quelques centaines de mètres pourrait être détecté seulement quelques jours avant l'impact, un délai insuffisant pour réagir. La Terre vit toujours vulnérable sous le même ciel qui l'a détruite jadis. La différence, c'est que cette fois, quelqu'un veille. Les scientifiques estiment que les grands impacts, comme celui de Chicxulub, se produisent en moyenne tous les 100 millions d'années. Cela signifie que la planète se trouve théoriquement dans une période de calme. Mais des impacts plus modestes surviennent bien plus souvent. L'explosion au-dessus de la ville russe de Tcheliabinsk, en 2013 causée par un fragment de seulement 20 mètres, a libéré une énergie équivalente à des dizaines de bombes nucléaires et blessé plus d'1 millier de personnes. Ce fut un avertissement. Si un corps plus grand suivait la même route, le désastre serait inévitable. Le passé nous montre ce qui est en jeu. L'extinction n'est pas une hypothèse, c'est une certitude différée. C'est pourquoi l'étude des astéroïdes est avant tout une étude du temps. L'espace n'est pas pressé, mais il ne manque jamais sa cible. La planète évolue dans un réseau invisible d'orbites et de probabilités, et chaque calcul est une tentative pour repousser la prochaine fin. La différence entre la vie et le vide peut tenir à quelques degrés de déviation ou à quelques années d'alerte. La science observe le ciel non par curiosité, mais par instinct. Le même instinct qui poussa les premiers mammifères à chercher refuge sous la Terre. La Terre demeure vulnérable et l'univers demeure indifférent. L'avenir des impacts est donc l'avenir de la vigilance. Chaque télescope pointé vers le ciel est une sentinelle. Chaque radar, un bouclier invisible. L'humanité, pour la première fois, comprend l'ampleur de sa fragilité. Nous savons que nous ne sommes pas le centre de l'univers, seulement une particule dans son mouvement constant. Mais nous avons aussi appris que la connaissance est notre meilleure défense. Le même cosmos qui détruit est celui qui enseigne. L'astéroïde qui a effacé les dinosaures fut un coup aveugle, mais le prochain peut devenir une preuve de l'intelligence humaine, si nous sommes prêts. La Terre a déjà affronté la faim et a survécu, mais l'univers ne promet aucune clémence. Quelque part, peut-être en cet instant, un autre corps voyage en silence, prisonnier d'une orbite qui le ramènera un jour. Cela prendra peut-être des siècles, peut-être des millénaires, mais le destin cosmique est patient. L'impact de Chicxulub nous a appris que la destruction peut engendrer la vie, mais aussi que la vie doit surveiller le ciel. Et tandis que la planète poursuit sa course, enveloppée de sa fine pellicule d'atmosphère, l'équilibre entre l'existence et l'oubli continue de dépendre de quelque chose d'aussi simple que l'attention. La planète avait survécu, le feu s'était éteint, la glace avait fondu, et le silence qui dominait autrefois le monde fut remplacé par le doux murmure des vents et des eaux. La terre, blessée et transformée, recommençait à respirer. Des millions d'années avaient passé depuis l'impact qui avait presque tout détruit, mais le temps, cette force invisible et patiente, avait cicatrisé ses plaies. Ce qui n'était qu'un désert de cendres était redevenu un paradis vert. Des forêts denses couvraient les plaines. Des montagnes, autrefois fondues par la chaleur, soutenaient de nouveaux fleuves et nuages. La vie avait repris son cours, et la planète battait à nouveau comme un cœur apaisé. Le temps, plus que tout autre élément, fut le grand restaurateur. Chaque siècle déposa une couche de guérison sur les cicatrices de l'impact. Les sols, enrichis par des minéraux volcaniques, devinrent fertiles. Les forêts poussèrent sur les cendres, transformant le carbone de la destruction en fondation du vivant. Les océans, autrefois morts et acides, redevinrent l'abri de milliards d'organismes. La chimie du globe se rééquilibra. L'atmosphère s'éclaircit. Et le cycle de la photosynthèse, ranimé par les algues et les plantes, rendit au ciel son bleu et à l'air son oxygène. La Terre renaquit non seulement physiquement, mais spirituellement, comme si elle avait appris de sa propre souffrance. Le son du monde avait changé. Là où tonnèrent jadis fracas et explosions, s'étirait désormais le murmure constant des rivières. Là où il n'y avait que fumée et cendres, flottait maintenant le parfum des forêts. La nature paraissait plus consciente, plus contenue, comme si elle comprenait la fragilité de l'existence. Les animaux apparus après la catastrophe se mouvaient avec une harmonie nouvelle.
la vie ne rivalisait plus par la force, mais par l'adaptation. La planète était devenue maîtresse de résilience. Tout ce qui avait été détruit servit de base à quelque chose de plus raffiné, de plus équilibré, de plus subtil. Le cratère de Chicxulub, enseveli sous des millions d'années de sédiments, était devenu partie intégrante du plancher marin. Là, dans les profondeurs du golfe du Mexique, la nature avait effacé les traces visibles, mais non la mémoire. Sous les roches reposait encore l'empreinte de l'astéroïde, le témoignage silencieux de l'instant où l'histoire de la Terre changea à jamais. La cicatrice, désormais cachée, était le symbole le plus puissant de la planète. Le rappel que même les plus grandes blessures peuvent se transformer en socle pour la vie. La destruction n'avait pas triomphé. Elle s'était muée en transformation. Le temps, avec son infinie délicatesse, rendit la beauté au chaos. Chaque feuille qui naissait, chaque vague qui se brisait, chaque souffle de vent était une célébration du retour. La vie ne se contenta pas de revenir. Elle fleurit avec plus de vigueur, de diversité et de complexité qu'auparavant. De nouvelles espèces occupèrent chaque recoin du monde, et l'équilibre écologique atteignit un état inédit. La planète qui avait failli se taire chantait de nouveau. La Terre avait appris à respirer lentement, comme qui sait que l'existence est fragile et précieuse. Les cycles de la nature avaient été restaurés. Les pluies nourrissèrent les fleuves nourrissèrent les mers, et les mers rendaient leur vapeur au ciel. La planète avait reconstruit son harmonie avec la précision d'un organisme vivant. La chaleur et le froid, le feu et la glace, la naissance et la mort, tout relevait d'un même rythme. L'impact, qui semblait être la fin, n'était plus qu'une note au sein d'une symphonie plus vaste, la symphonie du temps. Et dans ce tempo cosmique, la Terre recommençait à battre à l'unisson de l'univers. Sous un ciel limpide, la planète tournait en silence, comme si elle remerciait pour la seconde chance. La nuit redevenait étoilée, et le reflet de la lune sur les mers rappelait l'éclat muet qui jadis avait été témoin de l'impact. Mais désormais point de crainte, seulement le calme. L'univers poursuivait sa course, indifférent et grandiose, et la Terre, plus petite qu'un grain de poussière dans l'infini, continuait de vivre. Le temps, qui efface tant de choses, avait choisi de préserver la vie, et ce choix invisible faisait de la planète un miracle. L'histoire de l'impact de Chicxulub n'est pas uniquement celle d'une destruction, c'est l'histoire d'un retour, d'une reconstruction et d'une persistance. C'est le rappel que l'univers, si implacable qu'il paraisse, crée aussi en détruisant. La vie n'est pas l'opposé de la mort, elle en est la continuation sous une autre forme. Chaque arbre, chaque animal, chaque être humain descend directement d'une planète qui a brûlé et gelé, mais n'a pas renoncé. Nous sommes le témoignage de la résistance de la Terre. Nous sommes le résultat de milliards d'années de renaissance. Et tandis que la planète poursuit sa rotation sous le même soleil qui un jour disparut dans les cendres, le temps continue de respirer. À chaque aurore, la Terre renouvelle le pacte qu'elle a scellé avec elle-même. Aller de l'avant, même après le chaos. Car la vie, dans son essence, est le temps lui-même apprenant à exister. Et tant qu'il y aura du mouvement, il y aura renaissance. Le feu s'est éteint, la glace a fondu, et le temps, enfin, a repris son souffle. Ainsi, entre le feu et la glace, la planète s'est remise à respirer. Le même monde qui autrefois brûla dans les flammes et gela dans le silence est aujourd'hui la demeure de tout ce qui vit et rêve. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de laisser votre mention « J'aime », de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire de quelle région du Brésil ou du monde vous écoutez en ce moment. Bonne nuit et à la prochaine vidéo.